Et bonjour à tous, bienvenue sur The Money Show, le podcast qui parle d'argent, mais pas que. Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de votre été pour vous reposer, vous ressourcer, et ce pour partir fort à la rentrée, pour atteindre vos objectifs. Alors aujourd'hui, pas de grosse intro, et d'ailleurs je la tourne en avance parce que le jour où elle sortira, je serai sûrement en Italie, en Croatie, donc ça risque d'être un peu compliqué pour l'enregistrer. Et puis je vous informe aussi qu'il n'y aura pas de podcast au mois d'août pour faire une petite coupure estivale. Mais vous inquiétez pas, je suis déjà en train de programmer des interviews à la rentrée et des podcasts solo aussi, donc soyez prêts. Alors le podcast du jour, c'est avec Baptiste Perrin, un jeune entrepreneur et investisseur. Vous allez voir, il a un parcours fou. À l'heure actuelle, il a 26 ans, il a déjà 35 lots en IMO. Il a créé une formation sur l'investissement immobilier aussi, et il a formé plus de 10 000 élèves. Il voyage 6 mois par an, il a écrit un livre, et surtout, il ne s'arrête pas là, il continue d'investir dans l'immobilier et d'autres supports, vous le verrez. On a parlé de SCPI, de montres également. Donc, aucun doute sur le fait que le podcast va vous mettre un petit coup de boost. Et sinon, je vous le redis, mais merci pour vos écoutes et vos partages sur les réseaux sociaux. Et j'insiste, mais n'hésitez pas à aller mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, pour me donner un petit peu de force. Et sur ce, je vous laisse avec le podcast du jour qui, j'espère, vous plaira. Et bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Baptiste dans le podcast. Je suis très heureux de l'accueillir et je le remercie à nouveau d'avoir accepté l'invitation. Alors avec Baptiste, on ne se connaît pas. J'ai très hâte de vous faire découvrir son parcours, qui, vous allez le voir, est plutôt impressionnant. Et on va commencer tout de suite. Baptiste, j'aimerais que tu nous dises en moins d'une minute qui es-tu, quel âge as-tu et qu'est-ce que tu fais ? Ouais, c'est précis, moins d'une minute. Ok. Salut Romain. Déjà, merci de m'accueillir sur ton podcast. C'est un plaisir de te rencontrer et puis d'enregistrer avec toi aujourd'hui. Pour me présenter, je m'appelle Baptiste. On est originaire de la même région, d'ailleurs, Romain et moi, pour info, ce qui a permis aussi de créer du lien tout de suite. Donc, on est dans la région de Lyon, dans le nord de Lyon. J'ai 26 ans aujourd'hui et moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat, l'investissement dès que j'ai pu, c'est-à-dire à 18 ans. Et j'ai créé différentes sociétés, investi aujourd'hui dans 35 lots immobiliers, principalement des immeubles en France, et également des appartements en copropriété dans la région parisienne, et également un bien un peu atypique qui est une villa à Bali. Aujourd'hui, mes activités se ressentent beaucoup sur l'immobilier, donc que ce soit la partie investissement, également la partie formation, parce que j'ai créé une boîte de formation dans le domaine de l'immobilier également. Et à la base, ça a commencé par un simple logiciel que j'ai créé. C'était mon premier produit, on va dire, en ligne, que j'ai lancé en 2019. Tout est parti de là, en fait. Un logiciel qui a cartonné, qui a été aujourd'hui vendu en milliers d'exemplaires. J'ai également écrit un bouquin, et pour la partie perso, moi je voyage beaucoup, je voyage environ 6 mois par an, et j'ai fait plus de 42 pays aujourd'hui autour du monde. Donc voilà, c'est une de mes passions aussi, en plus de l'immobilier et de l'investissement. Et puis pour finir la presse également, comme vous l'avez compris, je fais aussi pas mal d'entrepreneuriat, et j'investis également dans des sociétés via mon groupe d'investissement, que ce soit des sociétés on va dire de type classique, c'est-à-dire de vente de produits et services, mais également des startups qui sont plutôt dans des domaines plus scalables. Voilà. Pour résumer. Bon écoute, je te remercie. C'est très précis. Et on va rentrer dans le détail de chacun des différents points. Mais avant, j'ai 2 questions communes à chaque invité. J'aimerais que tu nous dises si tu as une personne qui t'a inspiré dans ta vie et pourquoi. Wow, très bonne question. Tu me prends au dépourvu. Il y a plein de personnes qui m'ont inspiré. Tu veux vraiment une seule personne et une personne précise? Une ou plusieurs. Après, c'est ce qui te vient en tête là tout de suite. Ce qui me vient en tête, c'est marrant, parce que il y a une personne qui est venue en tête maintenant immédiatement, c'est mon associé qui s'appelle Marc, que tu as peut-être vu du coup sur les différents contenus, parce que c'est une personne que j'ai rencontrée donc en 2019 ou 2020. Donc c'est assez récent au final. Donc c'est pas la personne qui m'a inspiré à mes débuts forcément, mais c'est une personne qui, en fait, on s'est rencontrés grâce à ce que je fais en fait, grâce au logiciel. Il a découvert mon logiciel, il a discuté avec moi de ça. On a parlé via une publicité, un peu comme toi, tu vois, Romain, au final. On a discuté, puis au final, il m'a posé des questions dessus. Il a fini par l'acheter d'ailleurs. Qui est drôle. Et après, on a beaucoup échangé sur l'IMO, et lui, en fait, est marchand de biens. Moi, j'étais vraiment dans le côté immeuble. Et à force d'échanger, je me suis rendu compte qu'il avait une grosse expérience, qu'il avait fait des projets vraiment assez incroyables. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est associés, qu'on a créé une formation ensemble, en fait. La formation Stratégie Empire, c'est une formation qui est avec Marc. Et pourquoi est-ce qu'il m'a inspiré? Parce que Marc a un parcours totalement différent du mien. Moi, j'ai commencé du coup à 18 ans, autodidacte, avec très peu d'études, etc. Et j'ai vraiment eu un parcours très entrepreneurial, on va dire. Et Marc, c'est un peu le profil opposé sur ce point-là, même si on se rejoint aujourd'hui.
aujourd'hui, hein. Lui, il a vraiment fait prépa, école de commerce. Il a été au comité de direction de Jaguar Land Rover, la marque automobile. Il était dans le top 5 France de cette entreprise-là. Et donc, c'est une personne qui a eu un parcours très académique, avec beaucoup de succès dans le domaine du salariat, avec un poste évidemment très très bien rémunéré, beaucoup de statuts, etc. sur Paris. Et à côté de ça, il a eu ses aspirations entrepreneuriales, où il a créé sa boîte de marchand de biens, puis aujourd'hui on entreprend ensemble. Et donc il m'a beaucoup inspiré là-dessus, sur ce parcours-là, et puis il m'apporte aujourd'hui beaucoup sur la partie, on va dire, entrepreneuriale, et plutôt la partie management, vision, etc., puisqu'il y a une vision totalement opposée à la mienne, de par son expérience en fait, et il m'a beaucoup inspiré sur la manière de gérer les personnes, parce qu'il a pu gérer des centaines de personnes dans sa carrière. Aujourd'hui, nous, sur nos entreprises, on a des dizaines de personnes avec qui on travaille au quotidien, on doit être une équipe de 40 à 50 personnes au total, donc il y a quand même beaucoup de management, et son expérience est précieuse là-dessus, et je dirais qu'aujourd'hui, la personne qui m'est venue en tête en premier à ta question, ça a vraiment été Marc, parce qu'actuellement c'est la personne avec laquelle j'apprends le plus sur ces domaines-là. Voilà. Ok, bon bah écoute, je te remercie. Et j'ai bien d'ailleurs, c'est une personne que tu pourras recevoir sur le podcast si tu as envie, parce que son parcours est super inspirant aussi. Je pense que ça pourrait intéresser ton audience. Je prends avec plaisir. Je me le note. On en parlera à la fin si tu veux. Vas-y. Et puis j'ai bien noté du coup que vous aviez des profils qui étaient complémentaires. Donc ça on en parlera tout à l'heure. Ça peut être hyper intéressant dans l'entrepreneuriat. Et puis j'avais une deuxième question. J'aimerais que tu nous dises quelles sont les valeurs auxquelles tu tiens. Voilà, ça peut être des valeurs qu'on t'a transmises ou des valeurs que tu as appris tout au long de ton parcours. Ouais, très bien. La première qui me vient à l'esprit, c'est assez commun, je pense, aux entrepreneurs, c'est la valeur travail, clairement. Moi, je viens d'une famille qui est pas du tout dans l'entrepreneuriat. Mes parents sont instituteurs, donc profs des écoles, et pourtant, et puis une famille issue avant de la classe moyenne basse, quoi, tu vois, la classe ouvrière, etc. Le monde agricole, notamment, puisque voilà, je suis de la campagne, hein, clairement. Et ce qu'on t'apprend beaucoup dans ces familles-là, on t'apprend pas forcément la manière de gérer ton argent, la manière d'en faire, notamment. C'est pas vraiment le sujet, tu vois. Mais par contre, on t'apprend à travailler et on t'apprend l'importance d'être toujours occupé, de faire des choses, de pas se reposer sur ses acquis, de toujours se dépasser. Et ça, je pense que c'est la valeur qui m'anime numéro 1, c'est vraiment le fait de travailler, le fait de toujours chercher à s'améliorer, d'aller plus loin. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la valeur qui m'anime le plus. Il y a un esprit également qui va avec, c'est l'esprit de compétition, tu vois, forcément, le fait de se dépasser soi, le fait d'être en compétition avec d'autres personnes, d'aller chercher de nouveaux objectifs. Donc, je pense que c'est une valeur qui est pour moi hyper importante aujourd'hui et qui m'anime beaucoup. La deuxième, je dirais que c'est vraiment la transmission aussi, parce que même, donc là, on peut parler de formation, mais tu vois, même avant de faire de la formation, j'ai toujours aimé que ce soit apprendre. Et pour moi, les deux vont ensemble. Apprendre et transmettre, pour moi, c'est la même chose. C'est vraiment les deux faces d'une même pièce. Quand tu aimes transmettre, tu aimes apprendre, et quand tu aimes apprendre, tu aimes transmettre. En tout cas, c'est ce que j'observe autour de moi. Et moi, j'ai toujours été extrêmement curieux. J'ai toujours aimé apprendre plein de choses auprès de personnes plus expérimentées que moi. Notamment, tu vois, je prenais l'exemple de Marc avant, mais ça a toujours été le cas. Quand j'ai commencé l'IMO, j'ai eu la chance d'être entouré d'une personne qui avait déjà des dizaines d'appartements et qui m'a aidé à me lancer, qui m'a donné des conseils, etc. Et aujourd'hui, tu vois, transmettre ça me tient beaucoup à cœur, et je l'ai toujours fait, même avant de faire des formations. Je le faisais auprès de mes proches, auprès de mes amis, auprès de ma famille également, quand ils ont eu besoin de conseils pour améliorer leurs finances. On pourra revenir là-dessus, mais aujourd'hui, j'ai plongé un peu également mes parents dans le domaine de l'immobilier, et je pense qu'ils sont très ravis de ça. Pour leur retraite, ça les aide beaucoup, puisqu'aujourd'hui, tu vois, mes parents, on en a parlé il y a pas longtemps d'ailleurs, ils gagnent plus avec leur immobilier qu'avec leur salaire, tu vois, grâce aux immeubles qu'ils ont pu acquérir, et je suis très fier de ça, tu vois. Eh ben écoute, super intéressant, franchement, j'adore. Et tu nous disais tout à l'heure que du coup tu as arrêté l'école très tôt, 18 ans, c'est ça? Ouais, j'ai arrêté à 19 ans pour être précis. J'ai commencé à entreprendre en même temps que je faisais mes études en fait. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu le début de ton parcours en fait? Du coup, t'as arrêté après le bac, c'est ça, et t'as commencé les études. C'est ça. Et du coup, un petit peu le détail. Voilà, est-ce que t'es passé un petit peu par la case salariat, ou est-ce que t'as directement entrepris et que t'as fait que ça? J'ai un peu tout fait en fait, parce que j'ai passé mon bac. Alors moi, j'ai eu un peu d'avance à l'école, donc j'ai eu mon bac à l'âge de 16 ans, et du coup j'ai pu faire un bac plus 2 puis un bac plus 3, donc un bac plus 2 à Lyon et un bac plus 3 à Montréal au Canada. Donc j'ai eu la chance de passer un an à l'étranger aussi. Donc au final, à 19 ans, j'ai quitté l'école à 19 ans, mais j'avais déjà une licence en fait. Donc tu vois, je suis pas parti non plus de zéro d'un point de vue scolaire, même si une licence comme ça vaut pas grand chose sur le marché du travail, clairement. J'ai donc pour continuer avec ta question, oui, j'ai été salarié du coup après. J'ai eu besoin d'être salarié de par le fait que j'avais besoin d'argent, de revenus pour emprunter. J'avais déjà commencé l'immobilier, mais j'avais besoin de revenus supplémentaires pour pouvoir continuer d'emprunter auprès de la banque, donc j'avais pas le choix. Et donc avec cette licence, malgré ça, j'ai trouvé un emploi en CDD à 1 200 € par mois. À l'époque, c'était le salaire minimum, c'était le SMIC qui était à 1 200, donc 1 200 € net. Donc tu vois, même avec une licence, je suis pas parti avec des revenus de fou, quoi. Et donc j'ai bossé dans les assurances. Et ça a été ma deuxième expérience salariale. J'avais bossé également 2 mois à l'usine avant, pendant l'été, pour faire un peu d'argent. Donc même chose, au SMIC évidemment. Et donc là, j'ai bossé 2 ou 3 mois, je sais plus, en assurance. Et en fait, très rapidement, dans ces 3 mois, j'ai détecté en fait un besoin
auprès des agents des agents d'assurance, un besoin qu'ils pouvaient avoir, que tous les agents d'assurance indépendants qui étaient dans une franchise en particulier, je vais pas dire laquelle, mais en tout cas des membres de réseau d'assurance avaient besoin d'un service en particulier qui s'appelle la GED, la gestion électronique de documents. Okay. Donc en gros, c'est le fait de transvaser des contrats qui étaient papier en des contrats numériques. On était en pleine période de numérisation en fait. Les agences étaient un peu à l'ancienne avec tous les papiers qui étaient stockés dans les archives. C'était super long, super compliqué. Dès qu'un client arrivait dans l'agence, tu devais aller chercher les documents, revenir dans l'agence, etc. Enfin, tu vois, c'était une perte de temps folle plutôt que d'aller sur le fichier du client et en 2 secondes de ressortir son contrat. C'était très long. Et donc moi, j'ai vu un potentiel de business, de transition du papier vers le numérique, chose que j'ai créée. À la fin de mon contrat, j'en ai parlé à mon patron. Je lui ai dit, est-ce que tu penses qu'il y aura un besoin? Il m'a dit clairement, tous mes collègues ont besoin de ça. Donc j'ai demandé de me mettre en relation avec son réseau. Je me rappelle très bien, c'était un vendredi, mon dernier jour à l'agence. Le vendredi, il met le message auprès de son réseau. Toute la journée, je suis harcelé d'appels de clients potentiels. Je réponds. Je commence à planifier mon agenda et le lundi, je commençais dans une agence près de Paris, donc à l'autre bout de la France littéralement. J'avais pas de voiture, j'avais rien, je me suis débrouillé et j'ai lancé mon premier contrat comme ça. Et après, ça s'est enchaîné pendant plusieurs mois et en fait, ce business-là, ça a été le premier business que j'ai lancé. Après l'immobilier quand même. Et en fait, donc j'étais pas en CDI, c'était compliqué pour les banques, mais vu que je gagnais très bien ma vie, c'est-à-dire que je suis passé de gagner 1 200 € à, en l'espace d'un mois, gagner plus de 7 000 € par mois, parce que je vendais des prestations à des clients, tu vois. Donc immédiatement, mes prix n'étaient plus les mêmes. J'ai réussi à optimiser ça, à facturer non pas à l'heure, mais facturer à la prestation réalisée, tu vois. Donc déjà, tu changes tout, parce que quand tu vends à un client, tu lui vends pas tes heures, tu lui vends, bah ok, je te fais tout ça, donc toute cette masse de documents, je te le fais pour tant d'euros. Lui, il s'en fout que tu passes 2 jours, 3 jours, 3 semaines, c'est plus son problème, tu vois. Et donc, moi, j'avais pricé ça comme ça. Moi, je connaissais mon temps, ma productivité, etc. Et donc, j'arrivais en fait à avoir de très bonnes rémunérations. Donc, au bout de quelques mois, je passe autour de 7 000 € par mois. Je mets de côté absolument tout ce que je gagne, dans le but, encore une fois, de réinvestir. Et au bout de 6 mois, je passe la barre des 10 000 € en un mois. Et je me dis, ouais, c'est incroyable. Alors après, je bossais vraiment énormément. Je bossais peut-être 70 heures par semaine, littéralement. C'était un travail qui était très prenant. Et je me suis rendu compte à ce niveau-là que je pouvais pas aller plus loin, que j'allais pas augmenter plus mes revenus, que je pourrais pas aller chercher plus de chiffre d'affaires, ce qui était déjà très bien, tu vois, mais je voulais avoir plus et je voulais aussi avoir du temps parce que le but, c'est pas de bosser 70 heures par semaine, etc. J'avais déjà mis l'argent de côté, etc. Et je me suis dit, ok, comment je peux faire? Et là, j'ai trouvé en fait une personne à qui, entre guillemets, déléguer ce business-là, donc qui prenait ma place sur les contrats, et moi, je recevais simplement un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc en gros, je mettais en relation les clients et lui travaillait, faisait son argent, et me reversait une partie du chiffre d'affaires, tout simplement. Okay. Et ça m'a permis du coup de développer l'activité et de me libérer du temps pour lancer, continuer mon immobilier déjà, et puis également lancer d'autres projets. Ok, bon bah écoute, hyper intéressant. Ouais, j'ai répondu à plein de questions en même temps, désolé. je suis allé beaucoup plus loin que ta question, mais voilà. Non mais énorme. Et puis tu vois, c'est marrant parce que moi j'ai été confronté à ce souci. Tu parlais de la GED. Moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille en banque, 11 ans exactement. Ouais, j'ai vu ça. Et j'ai connu la transition. Tu vois, du coup, la transition c'est dur. C'est très dur pour les équipes. C'est très dur. Du coup, je formais également, tu vois, c'est ça que j'ai pas dit, mais à l'époque, je formais également les équipes des agences pour utiliser la GED. Donc, je faisais une session formation et une session numérisation, tri, etc. Ok, bah top. Mais non, voilà. Tu vois, j'ai connu. Ok. J'aimerais qu'on continue maintenant. En fait, j'ai scindé, si tu veux, le reste de l'interview en 2 parties. Première partie immobilier, deuxième partie entrepreneuriat. Cool. Du coup, immobilier, tu disais que tu as acheté, que là, aujourd'hui, tu as à peu près 35 lots. J'aimerais que tu nous dises par quoi tu as commencé, éventuellement le premier investissement. Et aussi, j'aimerais que tu nous dises quel est le dernier investissement que tu as fait. Ok, donc dernier. Intéressant. On va boucler la boucle. Alors le premier, parce que si on les fait tous, ça va être un peu long, mais après moi quand j'ai 35 lots, l'avantage c'est que ça répond à ta question, j'ai commencé par des immeubles. Donc ça va beaucoup plus vite que d'acheter appartement par appartement, et j'ai quasiment fait que des immeubles. Donc mon premier investissement, c'est un immeuble de rapport de 7 appartements qui était affiché à 130 000 €. C'est un bien qui était off-market, c'est-à-dire qu'il n'était pas affiché en fait en annonce sur internet. C'est un membre de mon réseau qui m'a mis en relation et qui m'a dit écoute, là j'ai un immeuble qui va sortir, 7 appartements. Alors non, il m'a pas dit ça. Il m'a dit j'ai un immeuble qui va sortir de 6 appartements. C'est ça qui est marrant. Et je lui dis ok, très bien, et je lui dis quel prix? Il me dit 130 000 €. Je dis ok, cool, c'est pas cher, je connais la zone, je connais parfaitement, c'est dans ma zone de chalandise, parfait. Je vais le visiter, et c'est très drôle parce que je me balade dans l'immeuble, je regarde, puis je compte, tu vois, et je fais mais attends, mais il y a pas 6 appartements, il y en a 7. Et il regarde son papier, il fait ah oui. Ah ouais. En fait, il s'était planté, il avait mis 6 appartements, mais en fait, il y en avait 7. Il y avait un petit studio en fait qui était un peu, comment expliquer, mais il était un peu excentré dans l'immeuble, si tu veux, on voyait pas trop la porte d'entrée, enfin en tout cas, c'était pas disposé pareil, si tu veux. Et du coup, il l'avait pas compté. Donc déjà appartement bonus quoi. Déjà je me dis incroyable. Donc bon, cool. En plus de ça, à ce prix-là, c'était super. Donc il y avait déjà 2 locataires qui étaient dedans, le reste était à rénover.
rien de particulier. Je fais une offre à 110 000 euros qui est refusée, qui est contre-offre, avec une contre-proposition qui a été faite à 115 000 que j'ai accepté. Okay. Et donc finalement achat final à 115 000, frais de notaire, etc., travaux. On est sur un projet aujourd'hui qui est revenu au total à environ 180 000 euros avec les travaux. Et c'est un bien qui générait à l'époque autour de 2500, 2450 euros par mois de loyer, donc une rentabilité qui était incroyable. On est à 16% de rentabilité pour info, et aujourd'hui qui génère autour de 2800, je crois, avec les augmentations successives au fil du temps. Donc aujourd'hui, on a une renta de quasiment 20% en fait par an. Donc c'est encore aujourd'hui, je dirais, c'est une de mes meilleures affaires parce que ça combine absolument tout. Et c'est un bien qui vaut aujourd'hui autour de 350 000 euros et qui, je l'ai dit, est revenu à 180 000, donc quasiment x2 sur le prix d'achat, en sachant que c'était il y a 8 ans. Donc voilà, il y a eu un peu de temps entre les deux. Mais déjà à l'époque, il y avait déjà une plus-value de quasiment 100 000 euros sans problème après l'acquisition, quoi. Donc voilà. Ok. Première opération. Ok pour le premier. Et la dernière, du coup? Et la dernière, si on parle vraiment d'immobilier, tu verras pourquoi je fais cette distinction, immobilier physique, c'est un appartement que j'ai acheté avec mon associé Marc en Ile-de-France. C'est un T2 avec jardin, rez-de-chaussée, qui est dans une copropriété, un appartement vraiment très classique qu'on a acheté. Alors franchement, là, sur les chiffres, sur cela, parce qu'en fait, on a acheté 5 appartements avec Marc de manière très successive et très rapide en Ile-de-France. J'ai plus tous les chiffres, je crois qu'on est autour de 140 000 euros de MR, 140 et quelques. Donc tu vois, c'est plus cher que l'immeuble. C'est ça qui est drôle, c'est que c'est un simple T2 mais c'est plus cher que l'immeuble, et c'est pour te montrer un peu l'évolution également du type de projet qu'on fait aujourd'hui. On pourra revenir là-dessus si tu veux. Et c'est un appartement qui était déjà loué, et en fait qui a une renta qui est totalement basique et pas incroyable, par contre qui a une plus-value latente qui est assez énorme, parce que en gros un appartement comme ça vaut 170 000 euros une fois vide, en fait, une fois que le locataire est parti, ça vaut près de 170 000, et une fois rénové ça vaut autour de 180. Voilà. Ok. Donc voilà, des acquisitions totalement différentes avec des rentabilités qui n'ont rien à voir, et des régions qui n'ont rien à voir aussi. Et puis l'intérêt aussi, c'est de se diversifier. Donc tout à fait. Final, beaucoup plus patrimonial, beaucoup plus. C'est des zones où tu mets une annonce et dans la journée t'as 10 messages de personnes qui veulent le louer, quoi. Ok. Et on découle du coup deux petites questions suite à cela. J'aimerais que tu nous dises un petit peu les achats, si tu les fais en nom propre ou en société, première chose. Ouais. Et du coup, le type d'exploitation que tu fais sur tes biens. Si tu fais de la longue durée, de la courte durée, moyenne, etc. Alors, toutes mes acquisitions quasiment se font à travers des sociétés, que ce soit en France ou à l'étranger. D'ailleurs, Abali, c'est également une société qu'on a créée sur place. Donc moi, je suis un partisan de ça parce que aujourd'hui, j'ai un groupe, donc c'est plus simple d'un point de vue optimisation du groupe d'avoir des sociétés qui sont détenues par la maison mère, on va dire. Et en termes d'exploitation, ça va également en cohérence, parce que moi, je fais beaucoup de location nue à l'année, donc classique vraiment, et c'est le plus optimisé étant en société, bien évidemment. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai aujourd'hui pas mal de biens, et d'un point de vue gestion, j'ai pas envie de gérer de la courte durée, la colocation, etc., qui prennent beaucoup de temps de gestion, à mon sens. Et là, je fais vraiment genre une strate de démultiplication et d'aller chercher plus de lots plutôt que d'aller maximiser mon revenu par lot, en sachant que même sans ça, tu vois, sur mes immeubles, je suis toujours sur des rentas qui sont jamais en dessous de 14% en location à l'année longue durée. Donc dans tous les cas, en fait, c'est très rentable comme ça, et j'ai pas forcément d'intérêt non plus à aller chercher de l'optimisation d'un point de vue revenu pur. Voilà. Ok. Ouais, et puis comme tu disais, beaucoup moins de temps de gestion, donc au final, avec le nombre de lots que t'as, je pense que c'est pas plus mal. Okay. Et puis tout est géré par agence de toute façon aujourd'hui. Ok. C'est plus moi qui gère les biens. Tu gères même pas en direct, t'as tout délégué. Ah non, okay. Je vis plus à côté de mes biens en plus, donc voilà. Je vis à l'autre bout de la France, et en plus de ça, je voyage 6 mois par an, donc je peux pas me permettre de gérer même mes biens, c'est impossible. Quand je suis à l'autre bout du monde, faire des rentrées, des sorties, etc., c'est pas possible. Ok, super. Et du coup, tu continues à investir en immo locatif? Bien sûr. Ouais, okay. Bien sûr. Et oui, du coup, la distinction que je voulais faire, c'est qu'également, je fais maintenant un peu aussi de ce qu'on appelle d'immeuble papier, donc le fait d'acheter notamment des SCPI. Là, le marché, je trouvais qu'il était super intéressant pour acheter. Là, il y a actuellement, en fait, pendant qu'on tourne ce podcast, on est en juin 2024. Je trouve que le marché est excellent pour acheter, contrairement à ce que tout le monde pense, parce que justement, le marché est très intéressant. Il y a beaucoup moins d'acheteurs, il y a beaucoup plus de marge de négociation, de très bonnes affaires à faire. Et donc, j'ai trouvé une très bonne affaire à faire sur l'immobilier papier, comme quoi ça peut se faire aussi. Et j'ai investi récemment un peu plus de 300 000 euros dans l'immobilier, on va dire papier, dématérialisé, sous forme de foncière cotée de SCPI. Donc oui, je continue d'acheter. J'ai acheté là il y a un mois. J'ai signé ce projet-là il y a un mois, donc un peu plus de 300 000 euros. Voilà. Ok, top. Et petit aparté sur ton investissement à Bali. Du coup, qu'est-ce que tu as acheté là-bas? Comment tu as fait pour investir là-bas? Et puis du coup, est-ce que tu as un petit peu les chiffres en termes d'achat, en termes de revenus?
Ouais, tout à fait. Alors, du coup, on a acheté quoi? On a acheté une villa. Je l'ai acheté avec Marc. Quand je dis on, c'est Marc et moi. On a acheté une villa donc à 50-50. Donc, on a créé une société sur place. Comment ça se passe? Alors, moi, en fait, en 2020, fin 2020, décembre 2020, on est en plein Covid. Et je suis en France, comme tout le monde. J'ai subi un peu les confinements. C'était pas top. Et avec deux amis, on se rend compte qu'il y a une sorte de faille pour aller à Bali, pour avoir un visa sur place, de par un agent, etc. On arrive à avoir un visa business, en fait. Et du coup, on se dit, bah, vas-y, plutôt que de rester en France, on est en plein mois de décembre, le temps est dégueulasse. Prenons un billet d'avion et partons à Bali. On sait pas, 3 semaines, un mois. Enfin, on se dit bon, on verra bien sur place, on verra combien de temps on reste. Et donc on prend nos billets d'avion. Littéralement, on a nos visas le jour, on prend nos billets d'avion le soir et on part le lendemain. Vraiment, c'est ce mode-là. On part du jour au lendemain comme ça à Bali. Donc on prend l'avion à Lyon et c'est parti. Et donc on débarque là-bas. En France, bon, tout était fermé, pas de restaurant, enfin rien quoi. Tu pouvais absolument rien faire. Là-bas, tout est ouvert, les hôtels, les restos, les boîtes de nuit, tout ce que t'as envie. Donc bon, on se dit bon, quand même, on est pas mal. Franchement, on est bien. Donc au final, on devait rester 2-3 semaines. Moi, je suis resté 9 mois. Donc je me suis installé là-bas littéralement 9 mois. Donc c'était génial. Je suis reparti en août 2021 quand en France c'était tout réouvert, etc. Donc on a carrément profité. Enfin, c'était génial. J'ai rencontré des gens super. Mes business se sont très bien développés parce que j'ai pu en fait travailler normalement. En fait, le problème c'est qu'en France, je pouvais pas travailler normalement parce que tu peux pas rencontrer des gens, tu peux pas trop te déplacer. Fallait des attestations, fallait des trucs. Tu vois, c'était galère de travailler en fait de manière logique, tu vois. Alors que Ali, je pouvais faire des rendez-vous avec des gens, je pouvais rencontrer des clients, rencontrer des partenaires potentiels. J'ai fait des partenariats avec des personnes que j'ai rencontrées sur place, des Français, etc. Et l'une des choses que j'ai pu faire, c'est justement me renseigner sur l'immobilier, puisque les prix étaient très bas, c'était la crise, etc. Et Marc m'écrit, il me dit moi je m'intéresse à acheter à Bali depuis pas mal de temps. Est-ce que tu voudrais aller voir pour moi le constructeur? Je dis avec plaisir, je te rends service, pas de souci. Et donc j'y vais, je rencontre le constructeur, on visite des villas. Et puis en revenant, j'envoie un message à Marc et je lui dis franchement, ça m'intéresse aussi finalement. Si tu veux, on fait le projet à deux. Et donc il me dit ok, let's go, on fait ça. Et donc vu que j'étais sur place, j'ai pu aller visiter les terrains, j'ai pu aller négocier, j'ai pu aller faire les plans de la villa avec les architectes. Vraiment, j'étais vraiment impliqué dans le projet, c'était super, c'était pratique. Et en plus, les prix étaient très bas à l'époque. Alors je vais pas pouvoir te donner le prix d'achat parce qu'on a un accord de confidentialité avec le constructeur qui nous a, il nous a pas autorisé à dévoiler le prix, donc je pourrais pas le dire. Tout ce que je peux dire, c'est que les prix ont énormément augmenté depuis. Quasiment doublé. Donc ça peut vous donner une idée pour le type de villa pour ceux qui sont malins. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup, j'ai pu faire ça là-bas parce qu'il y avait le Covid, parce qu'il y avait plus de tourisme. Et donc, qui dit plus de tourisme dit plus aucun revenu sur les maisons, sur la location saisonnière notamment. Donc, les prix des terrains étaient en baisse, les prix de construction aussi, donc on a pu avoir un très bon prix. Maintenant, pour la construction, ça a pris environ 1 an et demi. Ça a commencé début 2021 en janvier et en août 2022, c'était livré et ça a commencé à être loué à ce moment-là. Donc là, c'est le seul bien que j'ai qui est en courte durée, mais qui est entièrement délégué à une agence de gestion sur place. Et c'est un bien qui va générer on va dire, en termes de chiffre d'affaires, entre 4 000 et 7 000 euros par mois, on va dire, de chiffre d'affaires. C'est à peu près 4 000, c'est vraiment saison basse, et 7 000, voire un peu plus avec les saisons hautes. Voilà, en fonction de l'été, l'hiver, etc. C'est la courte durée, on a beaucoup de frais dessus. Attention, c'est pas du net, clairement pas. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que on touche environ 50% de ça en net. Quand on enlève les charges, l'électricité, Internet, le ménage, la régie de gestion, les taxes, etc., etc. On arrive à peu près à ça. Ce qui est plutôt joli quand même. Hein. Ouais, c'est bien. Franchement, c'est très bien. On l'a bien amorti déjà. C'est une villa sur laquelle on a une plus-value qui est très élevée. Forcément, on a fait x2 quasiment sur le prix d'achat. Donc voilà, si on la revend, on gagne plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc c'est cool aussi. Ok. Et après, en termes de financement, comment ça s'est passé? Vous l'avez acheté cash ou alors vous avez réussi à lever des fonds pour pouvoir l'acheter? Non. C'est le gros problème de l'achat à l'étranger. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'immobilier à l'étranger. Je sais pas si tu as vu un peu la chaîne YouTube. J'ai fait pas mal de vidéos sur l'immobilier à l'étranger, en Europe, en Asie, etc. Vu que je voyage beaucoup. Et franchement, c'est le gros défaut, c'est que financer, alors ça reste possible, mais c'est anecdotique. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas 1% des dossiers qui sont financés. Et donc, nous, le choix a été d'acheter cash. On avait la possibilité de le faire et on s'est pas trop posé la question non plus. On voulait pas s'embêter. Et on s'est dit, c'est toujours bien d'avoir un bien qui est payé, qui est cash. Ça permet d'avoir des revenus qui sont nets aussi. Au niveau des banques en France, pour financer plus, c'est également un point positif. Donc on s'est dit, allez, on le prend cash, on peut le faire. On a pris un projet qui est dans le niveau de nos moyens. Pour info, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais c'est une villa du coup 3 chambres, donc 3 suites, 3 chambres avec salle de bain inclus, un grand séjour, une piscine à débordement avec vue sur la jungle, etc. Enfin, c'est une très très belle villa. Il y a les photos sur le Instagram si vous voulez aller voir, ou même sur YouTube. J'ai fait plusieurs vidéos qui détaillent justement le projet avec les chiffres, avec les photos, les vidéos, etc. Et voilà. Ok. Bon écoute, super. Et là j'aimerais qu'on délaisse un petit peu la partie location. Et du coup tu disais que ton associé Marc lui fait du marchand. Est-ce que du coup vous êtes associé aussi sur des projets de marchand? Et si, non, pas du tout. Pas encore? Ok. Non, pas du tout. Non, c'est pas l'objectif pour moi. Ok. Ouais.
Non, en fait, on est vraiment scindés, on a chacun notre spécialité. Lui, vraiment, il a fait un peu de locatif aussi, mais vraiment, il est expert en marchand de biens, il est très doué là-dedans, etc. Pour lui, ça n'a pas intérêt que je sois associé avec lui sur du marchand parce que il se débrouille très bien tout seul, donc il n'a pas de raison que je vienne, voilà. Et moi, de mon côté, je fais mes immeubles aussi de mon côté. Par contre, on a une société commune où on fait du locatif ensemble, là, sur de l'appartement. L'appartement en copropriété en région parisienne, parce que lui, il est basé en Ile-de-France, hein, donc on achète tout en Ile-de-France, donc c'est un endroit plutôt coté, plutôt cher. Donc c'est vraiment une autre stratégie de diversification. Mais sur le marchand de biens, non, moi je le fais pas parce que, en fait, je peux pas tout faire dans ma vie, j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps de tout faire. Moi, je me focus sur là où je suis bon, à savoir le locatif. Le marchand de biens, j'ai aucun doute sur le fait que je pourrais le faire, y a pas de problème. Mais aujourd'hui, en fait, le marchand de biens, pour moi, c'est une super manière de faire du cash. Pour moi, c'est totalement complémentaire avec le locatif. C'est un business à part entière qui est totalement complémentaire. Moi, aujourd'hui, le choix que j'ai fait sur la partie business pour me générer du cash pour acheter des biens et aller vraiment beaucoup plus loin, c'est les business que j'ai aujourd'hui sur Internet. Et ça, c'est ma source de cash. Et donc, le choix se fait en fait entre les deux. Est-ce que je préfère faire du marchand de biens ou faire ce que je fais aujourd'hui? Je préfère faire ça. C'est ce qui me plaît le plus, c'est ce qui m'anime le plus. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle je fais pas de marchand de biens. Par contre, je continue à faire beaucoup d'immobilier de mon côté sur la partie locative. Ok. Et Marc, lui, fait toujours de l'achat-revente aujourd'hui. Ok. Et pour terminer justement la partie locatif, toi tu disais que tu achetais des immeubles, que tu faisais des travaux, etc. J'aimerais que tu nous dises si tu as eu des galères ou des petits soucis lors des chantiers, etc. Et puis les leçons que tu en as tirées. Franchement, sur les chantiers, je touche ma tête, mais j'ai pas eu trop de problèmes. Alors après, on a tous des problèmes classiques, hein, sur le chantier, un peu de retard. Ça, c'est la vie quotidienne de l'investisseur, clairement. Avoir du retard, avoir des artisans qui finissent pas à temps, ça, oui, évidemment. Sur les coûts, non, j'ai toujours bien estimé mes coûts de travaux, donc j'ai jamais eu de mauvaise surprise où j'ai dû rajouter 10 000, 20 000 euros. J'ai toujours été très précautionneux là-dessus. J'ai aujourd'hui une équipe d'artisans qui bosse extrêmement bien et donc qui a l'habitude de travailler avec moi, en qui j'ai confiance, qui sont très fiables, dont les prix sont honnêtes et qui savent bien travailler. Donc là-dessus, non. Attends, laisse-moi réfléchir. Même sur la partie vraiment locative, encore une fois, je touche du bois, mais après, c'est également une question de bons choix, mais j'ai jamais eu de problème de locataire, d'impayés, de choses comme ça. Qu'est-ce que je peux te dire? Ouais, un truc marrant, si, il y a un truc, marrant, entre guillemets. J'ai eu dans un de mes immeubles, le premier immeuble, j'ai eu des pigeons qui venaient squatter le toit de l'immeuble, mais quand je dis des pigeons, c'est pas 2 pigeons, c'était quelques dizaines, tu vois. Et en fait, ça s'est réglé simplement en posant des éléments pour qu'ils puissent plus se poser, quoi, tu vois. Donc ça, c'était une galère auquel tu peux pas imaginer. Enfin, je veux dire, quand tu connais pas, tu peux pas te dire, il y a des pigeons qui vont venir se poser chez moi. Donc, c'est un truc un peu marrant, on va dire. Mais ça a été réglé, ça a pris un peu de temps, mais voilà, au final, les locataires, ça les saoulait forcément un peu quand t'as des bruits de pigeons qui viennent autour de ta fenêtre, c'est pas super agréable. Mais aujourd'hui, le problème est résolu. Et sinon, beaucoup moins drôle, mais qui m'est arrivé, je sais qu'il y a pas beaucoup de personnes à qui c'est arrivé. J'ai déjà eu, du coup, à gérer ce qu'on appelle ce qui est un décès de locataire, en fait, des locataires qui décèdent qui sont locataires chez toi, qui décèdent, et là du coup tu dois gérer plein de procédures pour justement faire la passation. Et en fait, moi j'ai eu un cas particulier l'année dernière, c'est un locataire qui est décédé pas dans l'appartement, bref, on s'en fout, qui est décédé mais qui n'avait pas de descendance. Et donc là, dans ce contexte-là, il y a personne qui peut venir débarrasser l'appartement, tu vois, parce que il y a pas de succession, il y a pas de gestion des meubles, etc. Et donc du coup c'est mon agence de gestion qui a absolument tout géré de A à Z. Ils ont été super là-dessus. Ils ont géré avec un huissier, en fait. C'est un huissier qui prend le relais, qui est allé faire venir des déménageurs pour enlever les biens, les meubles, etc. et débarrasser l'appartement. Et ce qui était assez étonnant, c'est que du coup, pendant ce temps, le loyer était payé. C'est-à-dire que pendant toute la durée pendant laquelle l'appartement était encore occupé, même si la personne était décédée, le loyer était bien payé. Ok, c'est payé par qui, du coup ? C'est un truc un peu particulier à gérer, auquel on s'attend pas forcément. C'est assez rare, mais voilà, c'est une personne qui était âgée, et qui était malade, donc ce qui s'est passé l'année dernière. Donc en petite, alors c'est pas vraiment une galère, mais après c'est des petites anecdotes et tout. Enfin, on en a tous, hein. C'est ça. Mais sinon, vraiment sur les travaux, moi je pars du principe qu'il y a toujours, en fait, il y a toujours des petites surprises, il y a toujours des choses qui vont arriver, c'est normal. Avec le temps, avec l'expérience, tu apprends aussi à anticiper tout ça. Moi, ce que je recommande toujours à mes élèves, on a tout un fichier de calcul de travaux pour les aider, etc. Je recommande toujours de prendre 10-15% de marge de manœuvre tout le temps, parce que comme ça, en fait, t'as jamais de mauvaise surprise. Je veux dire, même si t'as un excellent de travaux, c'est inclus dans ta marge de manœuvre, en fait. Donc t'es tranquille là-dessus. Donc au final, c'est aussi pour ça que j'ai pas beaucoup de galères, c'est parce que j'anticipe toujours. Je me dis, ok, dans le pire des cas, j'en ai pour 20 000 euros. Allez, on va prendre 25 000 euros de marge. Enfin, on va prendre 25 000 euros au total. Comme ça, au pire des cas, s'il y a un petit excédent, ça rentrera dans le budget. Et je pense que c'est comme ça qu'on se prémunit pas mal des erreurs potentielles. Puis j'ai la chance d'être bien accompagné, encore une fois, d'un point de vue travaux. Donc j'ai des gens compétents, donc je rate pas beaucoup de choses. Voilà. Ok.
Bon, bah écoute, merci pour ton partage sur la partie locative. Maintenant, j'aimerais qu'on détaille un petit peu ton parcours entrepreneurial. Donc, tu disais que tu as démarré en fait avec un logiciel, c'est ça, en immobilier? Ouais, c'est ça, cette partie sur le en ligne, j'ai commencé avec un logiciel. Ok, c'était quoi ce logiciel exactement? Alors, c'est un logiciel qui existe toujours, qui se vend encore aujourd'hui, j'en vends quasiment tous les jours encore. C'est un logiciel du coup de calcul de rentabilité, de prévisionnel, on va dire, pour les investisseurs. Donc en gros, tu trouves une annonce sur Le Bon Coin, tu rentres les chiffres dans le logiciel, ça te dit si le bien est rentable ou pas. Ça te fait des calculs avec la fiscalité, que ce soit en nom propre, en meublé, en LMNP et en société, SCI à l'IS, SAS à l'IS, etc. Et ça te sort un prévisionnel pour ta banque en 2 clics. Donc en gros, tu fais tout ton prévisionnel. Si tu veux financer le bien, tu appuies sur un bouton, ça te fait tout un tableau de prévisionnel que tu imprimes et que tu as dans ton dossier bancaire. Ok, top. Bon, écoute, putain. Ça, c'est un outil que j'ai créé en fait pour moi. De quoi? Ok. T'as dit quoi? Là, je disais si à la base les clients pouvaient venir me voir avec ce type de prévisionnel. Ah ouais, voilà. Moi j'ai commencé, en fait je l'ai fait pour moi sur mes premiers projets et je me suis dit que pour la banque c'était cool et j'ai vu que les banquiers effectivement appréciaient et du coup donc j'avais développé ça et puis je me suis dit mais en fait je suis sûr que ça intéresserait des gens et en fait j'en étais sûr. Pourquoi? Parce que tous mes potes investisseurs ils me demandaient ouais vas-y envoie-moi ton Excel, tu vois. C'était un Excel à la base, tu vois, et après je l'ai fait développer en vrai logiciel avec login, mot de passe, etc. Et du coup, à force de faire des demandes, je me dis, je vais le mettre en vente pour les personnes mes potes, je leur donne, mais pour les gens que je connais pas, qui pourraient être intéressés. Et je l'ai mis en vente sur Instagram. À l'époque, j'avais une toute petite audience que j'avais constituée juste en postant des stories, des trucs. À l'époque, c'était plus simple. Et j'en ai vendu plein dès la première semaine, tu vois. Ça a vraiment cartonné dès le début. Et je me suis dit, il y a un vrai marché. Et après, j'ai lancé des publicités. Puis autour de ça, j'avais offert une petite formation avec pour les aider à trouver des biens. Ils m'ont dit, ah ouais, c'est intéressant. Est-ce que tu pourrais développer ce point-là, ce point-là, ce point-là? Donc après, j'ai développé une formation. J'ai développé aussi un dossier bancaire également qui a été un gros best-seller. C'est un modèle de dossier bancaire qui a été fait par un designer qui est ultra poussé, qui est d'un design vraiment ultra professionnel. D'ailleurs, pareil, tous les banquiers qui le reçoivent, à chaque fois ils disent à mes clients, ils leur disent mais j'ai jamais vu un dossier pareil, quoi. C'est un truc de fou. Et donc ça nous a permis également de développer l'activité. Puis après autour de ça d'autres formations jusqu'à arriver à la formation aujourd'hui qu'on a, qui est la formation best-seller où on a vraiment une formation avec un accompagnement pour lancer une activité de marchand de biens couplée avec une activité locative. Ok, d'accord. Et justement, j'allais en venir sur ton activité là, actuelle avec ton associé Marc. Du coup, vous faites un accompagnement, mais qui du coup, se fait sous quelle forme? C'est quoi? C'est des appels récurrents? C'est de la vidéo? C'est un mix de tout? Ouais, c'est un mix de tout. Okay. Ouais, totalement. Alors en fait, on a créé ça. Donc comme je te dis, on s'est rencontrés. Moi, j'ai vu que je savais ce que je faisais bien, à savoir les immeubles. Je savais ce qu'il faisait bien lui, à savoir le marchand de biens, l'achat-revente. Et je me suis dit, mais c'est génial parce que les deux sont totalement complémentaires. Quand on veut créer une activité qui est équilibrée, on peut faire de l'achat-revente, générer du cash, reprendre ce cash et le remettre dans des immeubles. C'est totalement cohérent et ça crée une boucle également qui est positive. Et je me suis dit, il faut qu'on crée un produit là-dessus. Donc on a créé cette formation. Et ça a bien évolué depuis. C'était en 2020, 2020. Et donc aujourd'hui, c'est une formation avec un accompagnement. Donc il y a toute une partie vidéo vraiment avec les fondations, tout le retour d'expérience qu'on a créé, mais qui est vraiment très poussé dans le sens où c'est pas simplement petite étude de marché, petit machin. On a vraiment fait moi ce que j'appelle un marché inexploité, qui est une étude vraiment complète de comment on détecte un marché à potentiel. Parce que beaucoup de personnes, ce qu'ils font quand ils cherchent un marché, ils se disent ok, est-ce qu'il y a de la demande, est-ce que il y a pas de chômage, enfin c'est des critères très basiques au final, tu vois. Et la réalité c'est qu'il faut pas prendre en compte seulement ça. Si tu prends en compte que l'offre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a sur le marché, que la demande, est-ce qu'il y a de la demande sur le marché, est-ce qu'il y a du chômage, est-ce qu'il y a de l'emploi, est-ce qu'il y a des projets, etc. Tu ne prends que la moitié en fait de ton marché. Ce qu'il faut regarder, c'est l'offre de l'autre côté. Parce que sinon, tu vas aller voir Lyon, tu vas analyser Lyon, tu vas dire ah Lyon c'est super, il y a de l'emploi, il y a peu de chômage, les gens ont de l'argent, je vais aller acheter à Lyon. Ouais mais non, parce que ta rentabilité elle va être extrêmement faible. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière en demande. Et donc nous on a fait tout un logiciel également. Alors c'est plus un tableau pour le coup, mais un tableau vraiment très poussé qui permet aussi d'étudier la partie demande. Donc qu'est-ce qu'il y a, la partie offre pardon, qu'est-ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui, quel est le type d'appartements qui sont proposés. Nous on va aller sur la partie haut de gamme, donc on va aller regarder s'il y a déjà une offre sur de l'appartement haut de gamme, parce que l'haut de gamme ça permet de louer plus cher, donc d'aller chercher une rentabilité qui est plus élevée, d'aller également cibler des locataires de meilleure qualité. Et donc en fait il y a une étude à faire là-dessus pour voir si ce segment de marché n'est pas encore occupé. Et si tu te rends compte que sur un marché, tu as à la fois de la demande et qu'au niveau de l'offre, c'est pas terrible, il n'y a pas beaucoup de choses intéressantes, c'est là où tu vas pouvoir te positionner et avoir un vrai potentiel de développement de marché. Et c'est en fait moi ce que j'ai fait sur mes projets. Pourquoi je génère des rentabilités aussi élevées? C'est parce que j'achète bien, mais c'est aussi parce que je loue beaucoup plus cher que mes concurrents, parce qu'il n'y a absolument rien de qualitatif sur mes marchés. Donc je peux me permettre d'augmenter les prix, de louer
30, 40, 50% plus cher que mes concurrents, et donc mécaniquement ma rentabilité augmente. C'est vraiment très logique. Et après on a toute une partie sur le off-market, parce que moi tous mes biens ont été trouvés en off-market, c'est des biens qui étaient pas encore sur le marché. Moi j'ai une grosse conviction là-dessus, et puis Marc c'est la même chose de son côté. On a trouvé la majorité de nos biens alors qu'ils n'étaient jamais parus sur internet, donc on enseigne également à comment on fait pour se créer un réseau off-market efficient, comment on fait pour être prévenu des bonnes affaires avant qu'elles aillent sur le bon coin, etc., etc. Ok. Puis après sur le format, pour finir sur ta question, il y a beaucoup donc il y a toutes ces parties, on va dire fondations, piliers qui sont hyper importants, où on donne des retours d'expérience sur la négociation, sur le financement, etc. Bon, forcément quand t'as acheté, dans mon cas pour plusieurs millions d'immobilier, que dans le cas de Marc t'as fait plus de 4,5 millions d'euros en achat-revente, t'as des petits tips, des petites astuces qui valent un peu d'argent, tu vois, sur la partie négociation, sur la partie financement, etc. Et donc on a toute cette partie-là, et après on a un référent qui est attribué à chacun de nos élèves, qui répond à toutes tes questions 7 jours sur 7. On a un live par semaine également qui est fait par moi ou par Marc. Moi je réponds également à toutes les questions de mes élèves en vidéo, donc dès que tu as visité un immeuble, si t'es pas sûr, tu as besoin de mon avis, tu me fais tout un retour à l'écrit avec des photos, et moi je fais un retour vidéo en disant ok, fais attention à ça, regarde ça, là tu peux optimiser, tu peux louer ça plus cher, là tu peux négocier le prix, etc. Et là ils ont un retour en fait concret d'expérience du marché, et après derrière ça aide beaucoup dans le quotidien de l'investisseur qui débute en fait, tout simplement. Ok. Et là, du coup, à l'heure actuelle, vous avez accompagné combien d'élèves à peu près ? Alors surtout toutes les formations et puis le logiciel au total, moi c'est le chiffre que je prends, on est aujourd'hui à plus de 10 000 élèves au total. Donc voilà, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Après c'est réparti sur les différentes offres, mais sur la grosse formation, on est plusieurs milliers, je ne saurais pas dire le chiffre exact, mais on est déjà plusieurs milliers juste sur la grosse formation. On a aidé beaucoup de personnes, et derrière je pense que tu as vu sur YouTube, nous on a mis un gros accent sur la réussite des élèves. Pour nous c'est simple en fait, c'est le cœur de notre stratégie. Pourquoi ? Parce que de toute façon quand tu veux rejoindre une formation en accompagnement, la seule manière de savoir si c'est bien ou pas, c'est de voir est-ce que ça marche pour les gens. Est-ce que ça marche ? Est-ce que les gens qui ont suivi cette formation, ils ont des résultats ? Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre notre voiture et d'aller chez nos élèves, visiter leurs biens, filmer ça avec un vidéaste pro, et faire des vidéos vraiment études de cas. Alors c'est pas simple parce que tout le monde n'accepte pas, forcément, c'est logique, c'est le jeu, mais on a aujourd'hui une centaine de vidéos études de cas sur notre chaîne YouTube où on se rend chez nos élèves, on va visiter avec eux, on montre ce qu'ils ont acheté, on montre les chiffres en toute transparence, et ça permet du coup de montrer concrètement ce qui se fait, et on en fait tous les mois quasiment des vidéos comme ça, et on en sort très régulièrement, et pour ceux que ça intéresse, tu as tout sur la chaîne YouTube. Ok, et puis tu me diras si tu me rejoins ou pas, mais au-delà de partager les résultats en fait de tes élèves, je pense que moi ça peut aussi motiver d'autres personnes, faire voir que c'est possible en fait, et que n'importe qui peut faire de l'investissement immo. Donc exact. On a tout type de profil. On a des gens qui étaient des salariés de très haut niveau, des cadres supérieurs. On a des gens qui étaient fonctionnaires, des gens qui étaient chez entreprises, artisans, commerçants. On a de tout, tu vois. Des gens de 20 ans, des gens de 40 ans, des gens de 60 ans. On a vraiment tout. Puis surtout, je suis d'accord avec toi, je te rejoins totalement, Romain. Le point qui est essentiel, c'est que en fait, que Baptiste ou Marc réussissent, franchement, on s'en fout un peu. Moi, ça fait 8 ans que je fais l'immobilier. Heureusement que j'ai réussi à faire des projets, tu vois. Si je faisais pas des projets rentables, moi, ça serait quand même bizarre. Mais ce qui m'intéresse si je me mets à la place d'un élève, je me dis, mais oui, ok, toi c'est bien, mais je veux voir des gens comme moi, en fait, des gens qui partent de zéro. Est-ce que eux ils y arrivent ? S'ils y arrivent pas, ça sert à rien, en fait. J'ai pas rejoint une formation. Si moi je suis pas Baptiste, j'ai pas eu tant d'expérience, donc j'ai envie de voir des gens qui me ressemblent. Et donc c'est de ce constat-là qu'on est parti, qu'on s'est dit, ok, on va montrer ça en vidéo, on va essayer d'en faire le maximum. Alors pour ceux qui se demandent, c'est anecdotique, les personnes qu'on a, même si on a aujourd'hui énormément d'études de cas, une centaine, c'est anecdotique par rapport au nombre de personnes qui ont des résultats chez nous, mais forcément tout le monde n'accepte pas l'image, le fait de passer à la caméra, de passer sur YouTube, etc. Tout le monde n'accepte pas, c'est le jeu, et c'est logique, on respecte le choix de chacun. Et puis bon, aujourd'hui en France, on sait, l'image de l'argent, etc. C'est pas forcément toujours bien vu. T'as pas forcément envie que ton patron il voit que t'as acheté un immeuble et que tu gagnes ton salaire en immobilier, tu vois, ou que t'as fait 50 000 euros de plus-value. C'est la vie, c'est comme ça, on accepte, mais en tout cas on fait le maximum pour en montrer le plus possible avec des profils différents, des hommes, des femmes, des couples, un peu de tout. Voilà. Ok. Et pour revenir à ce que tu disais au tout début du podcast, il me semble que tu disais que tu t'es constitué une équipe d'une 50aine de personnes, c'est ça, quasi au total ? Ouais, sur les différentes entreprises, ouais. C'est des salariés, c'est des auto-entrepreneurs ou même des freelances ou quoi. Enfin, déjà, comment tu... Ouais. En fait, j'aimerais juste que tu nous dises, déjà, voilà, un petit peu ce que tu as pris comme équipe, et surtout, comment tu t'es constitué ton équipe et pourquoi, en fait. Ouais.
Très bonne question. Alors déjà pour répondre, effectivement, c'est pas 50 personnes sur stratégie immobilier qui est notre business principal, pas du tout. En fait, aujourd'hui, comme je disais au début, on a constitué une sorte de groupe. Enfin, c'est pas une sorte, c'est un groupe carrément de sociétés. Donc on a différentes activités, certaines que j'exerce encore aujourd'hui, d'autres que j'ai revendues. Donc j'ai eu des parts dans des sociétés que j'ai revendues. Donc j'ai fait des reventes du coup. Et donc quand je dis 50 personnes, c'est des personnes qui travaillent sur ces différentes sociétés. Donc on a stratégie immobilier, on a d'autres business dont je parlerai pas forcément parce que il y a la confidentialité dessus, où on a des équipes, que ce soit des logiciels, que ce soit des entreprises de formation sur d'autres domaines, que ce soit du consulting, que ce soit l'immobilier aussi, parce que finalement j'ai également des équipes pour l'IMO sur certains points. Et donc voilà, quand je parle de 50 personnes, c'est ça. Maintenant, quand je dis équipe, effectivement, tu fais bien de souligner, moi je parle pas de salariés, parce que moi j'ai une vision qui est très claire et très catégorique un petit peu là-dessus. Je pense qu'on rentre dans une ère aujourd'hui où le salariat est en train de subir un grand bouleversement. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas une légende. On le voit, il y a de plus en plus de personnes qui démissionnent, qui décident de se lancer en entrepreneuriat, de créer leur boîte. Il y a un mouvement aux États-Unis qui s'appelle de silence quitting, je crois, un truc comme ça, le démissionnement silencieux. Donc les gens qui quittent en fait leur travail sans raison, en fait, qui se disent bah ouais je pars, et les patrons comprennent pas. Et en fait c'est un grand mouvement en tout cas qui exerce aux États-Unis, qui arrive de plus en plus en France, où les gens en fait en ont marre d'être salariés, d'être payés tous les mois de manière fixe, de pas être indépendant, en fait, de pas bosser depuis chez eux, de devoir aller au bureau tous les jours, de dépendre d'un patron, etc. Et donc ça pour moi c'est un moment auquel je crois beaucoup. Et donc en toute cohérence, moi ma valeur principale, c'est vrai que je te l'ai pas dit tout à l'heure, c'est marrant que ça soit pas venu, mais une de mes valeurs principales c'est la liberté. C'est pour ça que je voyage autant, c'est pour ça que j'ai des business, c'est hyper important pour moi évidemment, c'est un peu bateau hein, quand on est entrepreneur, on parle sur la liberté, mais c'est vrai, c'est important pour moi. Et en toute cohérence, pour moi c'est important que les gens qui bossent avec moi soient également libres de leur choix, libres de bosser avec moi, libres de bosser avec d'autres personnes. C'est totalement cohérent pour moi, et donc aujourd'hui on travaille avec beaucoup de personnes qui sont indépendants, donc qui travaillent avec nous, qui travaillent avec d'autres clients. Certains travaillent principalement avec nous, d'autres pas, tu vois. Donc on a un peu de tout, et dans ces équipes j'inclus évidemment ces personnes. Ok, bon bah écoute, merci bien. Et j'aimerais que tu nous dises, tu vois, si jamais je suis stagiaire, que je viens de voir, à quoi ça ressemble alors je vais pas dire une journée, parce que je pense que les journées c'est pas les mêmes, mais au moins une semaine type avec toi, ça ressemble à quoi? Alors c'est marrant parce que tu vois, le stagiaire, tu vois, je me dis déjà il y a un problème parce que nous on n'a pas de locaux, tu vois, on travaille, enfin j'ai des bureaux aussi pour moi, et puis je demande d'équipes qui viennent des fois, mais on n'a pas de bureau fixe où tout le monde se rejoint et bosse dans son open space. Pour moi c'est complètement opposé à mes valeurs, tu vois, c'est pas du tout ce que je veux créer, ni pour moi ni pour mes équipes. Moi je veux leur donner leur liberté, donc beaucoup travaillent en télétravail principalement chez eux, certains sont en France, d'autres sont à l'étranger, etc. Donc déjà c'est un point important. Si t'es stagiaire chez moi, il y a de grandes chances que tu travailles depuis chez toi, déjà c'est le premier point, tu vois. Et si tu venais vraiment avec moi dans mes bureaux à moi, là où je travaille, etc., à quoi ça ressemblerait une semaine? Très bonne question. Alors déjà, moi, c'est assez diversifié parce que, comme tu le sais, j'ai plein d'activités différentes. Donc, moi, mes journées, elles sont jamais pareilles. Tu as des jours où je vais, on va dire, être sur de la partie, on va dire, management / recrutement, trouver une nouvelle personne avec qui on travaille. On a besoin de personnes dans une des entreprises, donc je vais aller me mettre sur des recherches de personnes, aller faire de la recherche de profil, aller faire de l'analyse. Tu as des moments de la journée où je vais être sur la partie créative. Moi, je fais beaucoup de publicité du coup avec mes entreprises, que ce soit Stratégie Immo ou les autres. Donc, je vais également créer des publicités, essayer d'être dans la créativité, réfléchir à des nouveaux angles d'attaque, des angles marketing, des angles également de création de contenu. Je passe aussi beaucoup de temps à créer du contenu. Donc ça, c'est un troisième point. Créer des vidéos YouTube, créer des contenus pour Telegram, pour Instagram, pour les différents réseaux sociaux que j'anime. Bon, j'ai également une équipe qui anime ces réseaux sociaux. Donc, je suis pas tout seul là-dessus. Donc, beaucoup de création en fait, création d'un point de vue vraiment purement business, et création d'un point de vue contenu. Je vais écrire des scripts de vidéos, je vais réfléchir au prochain contenu qu'on peut créer. Donc ça, c'est un point qui me prend quand même pas mal de temps. Et beaucoup d'échanges. Moi, je fais beaucoup d'appels ou d'échanges textes avec les membres de mon équipe, parce que forcément, quand tu travailles avec beaucoup de personnes, le point le plus important en tant que chef d'entreprise, c'est de transmettre l'information, d'aller impulser en fait les bonnes décisions, de prendre les décisions, faire les choix et les impulser à l'équipe, prendre les retours, contrôler le travail qui a été fait, faire en sorte d'améliorer ce qui existe déjà. Donc il y a beaucoup en fait d'itérations en fait au quotidien, notamment via des échanges et via un travail en fait d'analyse et d'amélioration continue. Donc ça c'est vraiment une semaine type, tu vois, c'est assez diversifié. Et un point que j'ai pas ajouté, il y a aussi beaucoup de temps off. Moi, je suis pas une personne qui travaille 12 heures par jour dans mon bureau, pas du tout. J'ai la chance de vivre dans le sud de la France, dans un très bel endroit. Je profite, je vais faire du sport, je vais aller voir des amis, je vais souvent aller déjeuner ou dîner avec des personnes avec qui je travaille ou des gens qui sont dans le même domaine que moi pour échanger. Moi, j'apprends beaucoup au contact des autres. Pour moi, c'est très important. Donc, passer du temps social avec des personnes qui travaillent dans le même domaine que moi, ça me donne beaucoup d'inspiration, ça me donne beaucoup d'idées. Comme je te l'ai dit, il y a beaucoup de travail créatif, et donc le travail créatif passe également par des échanges avec d'autres personnes.
personne. Que ce soit d'ailleurs en physique ou en visio, comme on peut le faire là, ou par téléphone, par WhatsApp, etc. Donc il y a aussi beaucoup de temps comme ça. Et ça, c'est vraiment quand je suis en France, quand je suis à l'étranger, l'autre moitié de l'année, parce que je fais à peu près 6 mois, plutôt réparti en 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois, tu vois, c'est plutôt comme ça. Et quand je suis à l'étranger, c'est un petit peu la même chose, mais dans un cadre différent. Quand je suis, je sais pas, à Bangkok, dans une très grande ville, je vais être dans un mode de vie très citadin, je vais être dans des bureaux au 30e étage d'une tour avec une très belle vue sur la ville. Quand je vais être sur une île, je vais être plus chill dans un petit café, j'ai bossé, ou alors depuis ma villa, etc. Donc tu vois, c'est des modes de travail qui sont vraiment très différents. Et moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de changer d'environnement régulièrement, c'est ce qui stimule également ma créativité et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Ok, bah écoute, je viendrai chez toi en stage quand tu seras à l'étranger du coup. Avec plaisir. Et pour terminer le volet entrepreneurial, j'aimerais que tu nous dises si tu as rencontré des obstacles dans la création de tes business ou dans le développement de tes business et comment tu as fait face. Ah, tu as toujours des obstacles, sinon c'est pas drôle. Évidemment, sinon, s'il n'y avait pas d'obstacles, ce serait trop facile, ce serait pas drôle. Bien sûr qu'il y a des obstacles. Alors, waouh, il y en a des centaines d'obstacles, des petits, des gros. Ouais, attends, j'ai réfléchi lesquels peuvent être marrants, mais en fait, pour moi, le quotidien entrepreneur, c'est de gérer en fait des problèmes. Tout le monde le sait, ceux qui sont entrepreneurs le savent. Tu as un plan, et puis sur ce plan-là, tu vas avoir des obstacles au fur et à mesure. Tu vas devoir les éviter, tu vas devoir les contourner, tu vas devoir faire en sorte que ils ne se reproduisent plus par la suite. Mais il y en a tellement, je pourrais pas te dire. Il y a des choses qui sont très basiques. Je donne un exemple très simple. Le point le plus complexe, je pense, quand tu es sur un business qui grossit et qui prend l'ampleur, c'est la gestion de l'humain. Ça, c'est des obstacles qui sont quotidiens, à savoir trouver les bonnes personnes. Comment tu gères une personne qui était douée au début, l'est beaucoup moins aujourd'hui, était performante au début, l'est beaucoup moins aujourd'hui, ou alors a des attitudes qui sont pas acceptables, ou alors donne une mauvaise image de ton entreprise, parce que quand tu travailles avec des gens, t'as des gens qui vont transmettre l'image de ton entreprise pour toi, à ta place, et donc si cette personne-là, elle le fait mal, si elle se comporte mal avec des clients, avec des prospects, etc., ça va impacter directement ton entreprise. Comment tu gères ça? Ça, c'est des obstacles qui sont vraiment, je dirais pas quotidiens, mais hebdomadaires, tu vois. C'est en ça que l'entrepreneuriat est compliqué. Et je trouve ça beaucoup plus complexe que l'immobilier d'ailleurs. C'est pour ça que quand tout à l'heure tu me parlais de difficultés, j'ai du mal à les trouver parce que pour moi, c'est pas du tout des difficultés. Quand je compare ça à l'entrepreneuriat, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus hostile, beaucoup plus compliqué que l'immobilier. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre comme obstacle? Obstacle humain, ça je l'ai dit. Il y en a trop, ça fait d'obstacles de marché, tu vois. Comment tu vas au-delà d'un marché qui peut être saturé, un marché qui a des habitudes de consommation qui sont différentes de ce que tu proposes. Comment tu fais en sorte de passer tes prospects d'un mode de consommation à un autre, tu vois. Toi, tu proposes un format qui est différent. Si je prends l'exemple à l'époque des formations qui était un peu différente. Quand j'ai commencé, il y avait très peu d'accompagnement, très peu de suivi de qualité avec des gens qui vraiment étaient impliqués pour toi. On a été dans les premiers à le faire, enfin peut-être même les premiers à faire sur l'immobilier, à vraiment apporter un système avec un référent qui t'est attribué, à qui tu peux écrire tous les jours, qui te répondra, ou je peux te répondre aussi. Enfin vraiment avoir un suivi vraiment précis de qualité, où l'équipe communique entre elles, où tu peux avoir des appels également privés avec les formateurs. Enfin tu vois, ça c'est un mode de consommation qui est très différent. Donc quand tu expliques à quelqu'un à l'époque qu'en fait la formation c'est pas juste des vidéos, c'est également un suivi, etc. Tu vois, il faut lui expliquer en quoi ça consiste, parce que pour lui c'est pas forcément naturel. Là aujourd'hui c'est beaucoup plus logique, tu vois. Donc là tu as des problématiques de communication, comment tu marketes ça, comment tu fais en sorte d'expliquer à ton client qu'il comprenne bien ce qu'il va avoir, sans qu'il s'imagine que tu vas tout faire à sa place et que tu vas aller visiter avec lui ses immeubles, tu vois. Il y a plein de subtilités en fait au quotidien dans l'entrepreneuriat qui font que tu dois être extrêmement proactif, très prévoyant et beaucoup anticipé en fait. Mais vas-y, si t'as d'autres questions ou des petits angles d'obstacles qui viennent en tête, parce que là comme ça j'en ai pas qui me viennent, mais si t'as des choses communes, je peux des exemples, j'en ai plein, hein, donc non, mais c'était juste voilà, savoir si t'avais des choses qui te venaient en tête là par rapport à ça. Ouais, mais ok, il y en a plein. C'est trop hyper intéressant. Et puis j'aimerais qu'on continue maintenant avec une chose. Je t'en avais pas parlé avant l'entretien, mais du coup j'aimerais qu'on continue avec ça. Ah, le livre énorme. Ok, je sais pas que tu l'avais. C'est vrai que j'ai évoqué au début. Ouais. Donc là, le podcast, en fait, il est que en audio. Donc, j'ai montré le bouquin que Baptiste a écrit. Donc, c'est un bouquin qui est hyper riche et intéressant. En fait, et c'est aussi comme ça que j'ai découvert tes pubs. Après, j'ai lu ton bouquin. Ouais. Et je me suis intéressé à ton profil. Donc, je vais pas te poser des questions voilà, sur chaque passage du bouquin. Mais j'aimerais que tu nous dises deux choses. Il y a un moment dans le bouquin, tu parles de technologie, en disant que ça peut être une grosse opportunité, mais que ça peut également être une grosse source de distraction. Et moi, j'aimerais qu'on fasse plus, si tu veux parler de distraction. Est-ce que tu aurais une ou deux astuces? Est-ce que tu aurais une ou deux astuces pour éviter d'être distrait et pour être
plus concentré sur tes projets ou tes objectifs? Ah, c'est une super question, j'adore ce sujet en plus. Écoute, déjà, je savais pas que t'avais le livre, c'est cool, c'est sympa. Ouais, le livre, c'est vrai que je l'ai écrit en 2020 et c'était vraiment, alors, le livre pour le coup, c'est vraiment un truc que j'ai fait pour le plaisir. Okay. Je pensais pas que ça marcherait autant, finalement, on a eu plusieurs milliers de lecteurs dessus et c'est top. J'ai toujours des bons retours, j'en ai des moins bons aussi, mais généralement, c'est plutôt des bons retours, donc c'est cool. Et oui, donc en fait, ce livre-là, il traite justement de comment faire en sorte de devenir libre en fait, de devenir libre de manière générale, pas seulement libre financièrement, c'est un peu le sujet qui est toujours repris, tu vois, comment tu gagnes de l'argent sans travailler, etc. Bon, dans les faits, pour gagner de l'argent sans travailler, il faut travailler avant, tu vois, il y a pas de secret là-dessus. Mais pour moi, la liberté, c'est au sens large. Comment tu fais pour être libre également géographiquement et libre de tes propres besoins, biais / pulsions, tu vois. Et l'une des pulsions qu'on a aujourd'hui, c'est la technologie qui nous l'impulse. Et tu vois, quand j'ai écrit ce bouquin, TikTok n'existait pas. Alors on dirait que j'ai 50 ans, mais pas du tout. C'est juste que ça allait très vite. Mais TikTok n'existait pas. Instagram existait bien sûr, je vous rassure. Mais tu vois, depuis l'écriture du livre, c'est marrant parce que ça s'est encore empiré, tu vois. Le temps d'attention des personnes ne fait que diminuer d'année en année. C'est-à-dire que aujourd'hui, va faire tenir une personne de moins de 30 ans plus de 10 minutes sur une tâche, c'est extrêmement compliqué. Parce que tu es habitué à avoir des shorts, à avoir des réels, etc. Et c'est un peu de ma faute parce que moi aussi j'en crée, tu vois. Mais comme tout bon dealer, je ne consomme pas ce que je vends. Tu vois. Et tu vois, vraiment, je le vois comme ça. Et en fait, mon but, et je le dis d'ailleurs, j'ai fait un podcast là-dessus. Tu vois, pourquoi je dis ça ? Parce que je crée des réels, je crée des shorts. Et juste après, dans mes podcasts, je dis arrêtez d'aller sur Instagram, arrêtez d'aller sur TikTok, etc. Ce qui est quand même complètement incohérent. Tu pourrais dire, mais attends, mais pourquoi tu fais des shorts et tout ? Et après, tu dis aux gens de pas aller dessus. Ouais, mais le meilleur moyen d'aller aider un alcoolique, c'est pas d'aller dans la rue, c'est d'aller dans un bar. C'est dans un bar que tu trouves les alcooliques, tu vois, c'est pas ailleurs. Donc si tu veux les aider et les trouver et leur faire une cure, c'est en allant dans un bar et en trouvant les mecs qui viennent un peu trop souvent, tu vois. Et c'est un peu la même logique. Et donc pourquoi c'est si important pour moi déjà, avant de répondre à ta question sur les tips ? Parce que aujourd'hui tu ne crées rien sans attention. Tu peux pas créer un business, tu ne peux pas créer une vie libre si tu n'es pas capable de te focus plus de 10 minutes par jour sur une tâche. C'est pas possible. La bonne nouvelle, c'est que tous tes concurrents, ils sont comme toi. C'est-à-dire qu'ils ont tous un temps d'attention de plus en plus réduit, et donc ça devient de plus en plus simple, paradoxalement, pour les personnes qui ont le contrôle sur leur temps, le contrôle sur leur énergie, le contrôle sur leur focus, de réussir. À mon sens, ça devient de plus en plus simple, parce que la concurrence, elle est de plus en plus basse, clairement. Maintenant, comment faire ? La solution, elle est simple, il n'y a pas 36, c'est celle que j'ai fait moi, c'est de supprimer les réseaux sociaux. C'est tout. Okay. Vous n'avez pas de sujet là-dessus. Alors vous allez dire, mais toi, t'es marrant, toi, tu postes sur Instagram, donc t'es sur les réseaux. Eh ben non. Moi, j'ai écrit à Romain sur Instagram, mais moi, Instagram, il est sur mon ordinateur, et j'y vais 2 fois par semaine. Et j'y suis allé pour écrire à Romain. D'ailleurs, je crois que c'est moi qui t'ai écrit. Je sais plus si c'est toi qui m'as écrit ou si c'est moi qui t'ai écrit. Oui, c'est toi qui m'as écrit. Tu m'avais fait un mail. Moi j'ai une community manager qui gère mon compte Instagram, donc c'est pas moi qui réponds à mes messages. Là j'ai fait l'exception pour Romain, donc je suis allé lui écrire sur Instagram, mais sinon je ne le fais jamais. C'est-à-dire que je n'ai pas sur mon téléphone d'application Instagram, encore moins TikTok, n'en parlons pas, et aucun autre réseau, ni Twitter, ni Facebook, ni ce que vous voulez. J'ai aucun réseau sur mon téléphone, et sur mon ordi quand je vais sur Instagram, c'est pour voir combien on fait de vues mes réels, et si ma CM a bien posté ce qu'elle devait poster, etc., etc. Donc le meilleur conseil, et franchement, comme tout addict, quand t'es addict à quelque chose, il faut déjà admettre qu'on l'est. Tu vois, une personne qui est addict à la drogue, la première étape, c'est déjà d'admettre qu'elle est addict à la drogue. Tu vois, et c'est déjà une étape qui est difficile. Une fois que tu l'as admis, il n'y a aucune personne qui fait des cures qui va te dire bon le meilleur moyen de ne plus être alcoolique, c'est au lieu de boire 2 bières par heure, tu vas en boire qu'une seule. Non, personne te dit ça. On te dit on va faire une cure, tu vas arrêter. Tu vas arrêter complètement. Tu vas passer de boire une bouteille de whisky par jour à en boire 0. Tu vois. Et c'est ça en fait qui fonctionne. C'est tu dois être radical. Et pour moi, le meilleur moyen d'être radical sur les réseaux, c'est d'arrêter complètement. Tu peux te mettre des limites de temps si tu as envie, etc. Il y a plein de stratégies. Mais très sincèrement, si tu ne travailles pas sur Instagram, si tu ne travailles pas sur TikTok, et encore une fois, moi c'est mon cas, donc j'aurais cette excuse de le faire et je le fais même pas. Si tu ne travailles pas dessus, tu n'as aucune raison d'avoir ces réseaux sociaux. Aucune. Ça, tu vas échanger avec les gens, d'accord ? Tu vas me dire oui, mais je peux plus parler avec mes potes. Bah si, moi j'ai WhatsApp, je parle avec mes potes, pas de problème. Tu vois, je suis pas privé de contact. WhatsApp, ça marche très bien, et WhatsApp, il y a pas de distraction, tu vois. Moi, la seule application à dire réseau que je peux avoir, c'est YouTube, parce que d'une part, je publie sur YouTube déjà, et en plus, je m'en sers pour apprendre des choses. Et YouTube, pour le coup, pour moi, c'est une exception parce qu'il y a beaucoup de formats longs, et les formats longs, comme les podcasts qu'on fait là, d'ailleurs, pour moi, c'est de très bons formats qui maintiennent l'attention, qui permettent de faire des choses et de réfléchir sur le long terme, tu vois, de passer du temps long sur une vidéo, de prendre le temps de bien regarder et de profiter et d'avoir pour une fois quelque chose qui est long terme. Donc voilà, mon conseil, il est extrêmement simple. Coupez vos sources de distraction. Si vous voulez être radical, moi je l'ai été pendant une période où je me levais très tôt le matin et je commençais à bosser à 6h du matin, je sais plus à quelle heure je faisais ça. Je fais plus ça aujourd'hui, mais je l'ai fait au début pour bien me mettre dans le bain, tu vois. Et j'avais pas mon téléphone. Très simple, quand tu bosses, une astuce qui est toute simple. Tu prends ton téléphone, tu le mets dans une autre pièce. Encore une fois, c'est très simple, mais personne ne le fait. Tu vois, personne fait ça. Tu prends ton tel, tu le mets dans la pièce d'à côté, tu bosses 2 heures, t'auras jamais bossé aussi vite de toute ta vie. Jamais.
C'est vrai. Parce que t'es trop habitué à avoir ton téléphone dans la main. Ah, il y a ton pote qui t'a envoyé un message, ta copine qui t'écrit, etc. Donc tu vas lui répondre. Ouais, d'accord. Mais si tu veux être efficace, une tâche à la fois, tu poses le téléphone, tu bloques sur ton ordi YouTube, tu bloques Instagram, tu bloques Facebook et tu te concentres et tu fais que ça. Ok. Bon, bah écoute, hyper intéressant. Et puis du coup. Mais sujet essentiel, je suis d'accord avec toi. Bon, bah couper les réseaux. Et puis j'avais une deuxième question, un deuxième point qui m'a vachement plu. C'était sur les croyances limitantes. Ouais, justement, croyances limitantes. Est-ce que tu aurais une ou deux astuces pour, je dis pas pour pas en avoir, mais du coup pour essayer de passer outre les croyances. On a tous des croyances. C'est en général lié à ton milieu d'origine, à ton éducation, tu vois. Et en fait, une astuce moi qui a bien fonctionné. En gros, déjà, le premier point, c'est de réaliser qu'on en a. Parce que beaucoup de personnes disent non, mais moi, j'ai travaillé dessus, j'ai plus de croyances limitantes. Et moi, aujourd'hui, j'ai encore des croyances limitantes. Tout le monde en a, tu vois. On a tous. Donc, si j'en ai et si tout le monde en a, il y a de grandes chances que tu en aies toi aussi, tu vois. Donc, tout le monde a des croyances limitantes. Ce qui compte, c'est de les identifier et déjà d'en prendre conscience. Comment j'en ai pris conscience, déjà? Ça, c'est un point qui est essentiel et je trouve que c'est une bonne réalisation à avoir. Parce que quand tu lis dans un livre, c'est bien. Mais le vivre, c'est encore mieux. Quand tu le réalises, c'est vraiment un gap. Et comment j'ai fait pour me rendre compte? En fait, moi, j'ai rencontré un ami quand j'étais à Montréal. Une personne avec qui je suis devenu pote, et en fait lui vient d'un milieu très privilégié financièrement. Okay. Et il m'invitait chez lui, etc. Ses parents avaient beaucoup d'argent et tout, donc c'est très bien pour lui. Et j'ai rencontré ses parents qui étaient super, etc. Des super personnes. Et je me suis rendu compte que lui avait des croyances que je n'avais pas. C'est-à-dire que je me suis rendu compte à des moments, des discussions à table, en parlant avec ses parents, etc., que quand ça parle d'argent, ça parle pas de la même manière que chez moi, tu vois. Par exemple, on va parler de 10 000 euros, on va dire ouais, 10 000 euros. Ouais, 10 000 euros, ouais. Tu vois, c'est rien, c'est même pas un sujet, tu vois. Et quand j'ai fait ça, j'ai fait waouh, ça me choque. Et en fait, c'est là où je me suis dit, ah, mais en fait, t'as des croyances limitantes. Parce que si eux pensent comme ça, ils sont pas surhumains et c'est pas des personnes différentes. En plus, j'ai vu que c'est des gens normaux, en fait, qui étaient pas plus intelligents, différents de moi, pas du tout. C'est des gens normaux. C'est juste qu'ils ont des croyances différentes, qu'ils ont eu la chance, d'ailleurs, pour eux, tant mieux, de vivre dans un milieu qui est privilégié. Et donc, pour eux, 10 000 euros, c'est pas beaucoup. Tu vois, c'est comme ça. Et après, j'ai réalisé dans l'autre sens, quand je suis parti dans des pays plus pauvres, que ce soit en Asie, au Vietnam, dans des pays d'Afrique, dans des pays, on va dire, moins favorisés financièrement, en fait, là, c'est l'inverse. C'est toi où tu te dis, moi, j'ai des standards, où je me dis, ah ouais, jamais je pourrais dormir dans une chambre de 3 mètres carrés sans clim, où il fait 40 degrés dehors. Bah ouais, mais devine quoi, c'est le quotidien de certaines personnes, tu vois. Et ils vivent là-dedans, et en plus, c'est même pas des gens pauvres, c'est des gens normaux dans leur pays, tu vois. Et donc, tu réalises ça, tu dis, ok, en fait, j'ai des croyances limitantes, ils ont des croyances, et pour le coup c'est pas forcément limitant, c'est leur quotidien, c'est comme ça, et ils ont moins de chances que nous pour pouvoir avoir de l'influence dessus et pouvoir en changer, malheureusement pour eux. Et donc en réalisant ça, je me suis dit alors ok, comment je peux travailler là-dessus? Et le meilleur moyen, c'est ce que j'ai fait, c'est de fréquenter des personnes qui sont dans le milieu que tu vises. Si tu veux avoir une liberté financière, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller fréquenter des personnes qui ont la chance de vivre ça. Comment j'ai fait de mon côté sans avoir beaucoup d'argent? Moi, je suis parti en Asie en 2000, je sais plus quand. J'étais vraiment très jeune, j'avais 19 ou 20 ans. Quand j'ai créé mes premiers business, en fait, je suis parti en Asie, j'ai rencontré plein de personnes qui étaient digital nomades, qui avaient leur business, qui vivaient en Asie à l'année et qui avaient une vie super et qui, en fait, ne dépendaient pas d'un job. Et moi, à l'époque, j'avais mon IMO déjà, j'avais déjà créé ma boîte dans les assurances, donc je savais ce que c'était de gagner de l'argent, mais je ne savais pas ce que c'était de gagner de l'argent sans avoir besoin d'être présent physiquement, de pouvoir voyager, etc. Et le fait d'avoir découvert tout ça, ça m'a juste fait péter un câble, quoi. Je me suis dit, mais en fait, ça existe, ces personnes-là, elles sont pas plus intelligentes que moi, elles sont comme moi. Et ça m'a fait péter des croyances limitantes dans ma tête et je me suis dit non mais attends, si eux l'ont fait, je peux le faire aussi. Et c'est comme ça que ça m'a donné une motivation. Et en fait, la première étape, c'est déjà d'y croire. Si tu te dis les gens qui ont 10 appartements, 5 appartements, peu importe, c'est des surhommes, tu réussiras jamais à le faire en fait. Parce que tu vas toujours te mettre en infériorité par rapport à eux, alors que c'est pas le cas du tout. Et du coup, tu auras ces croyances qui te bloqueront en fait dans ton raisonnement et te feront voir trop petit. Et en général, le problème, c'est vraiment un problème de vision et pas un problème d'exécution. Des fois, tu peux te dire, il y a cette anecdote très connue où il y avait une époque où on disait que c'est impossible de faire le 100 mètres en moins de 10 secondes. Je crois que c'était ça. Ou en moins de 11 secondes, je sais plus. En gros, tu avais des physiciens qui avaient expliqué par A plus B, il y a une méthode scientifique, que humainement, c'était impossible d'aller en dessous de 10 ou 11 secondes parce que le corps allait exploser. Un truc débile comme ça, tu vois. Et un jour, t'as un mec qui a réussi. Devine quoi, l'année où le mec a réussi, t'en as 10 autres qui ont battu le record. Et ainsi de suite, ça tu vois, c'était juste une question, oui, après c'est encore les plus bas, c'est juste une question en fait de croire que c'est possible, quoi. C'est tout, vraiment, et on se rend pas compte à quel point on s'auto-sabote très régulièrement en se disant non, ça c'est pas possible, c'est pas atteignable, alors qu'en réalité il y a absolument rien qui t'empêche de le faire, c'est juste que dans ton milieu, avec les personnes que tu fréquentes, c'est quelque chose qui est impensable. Et moi, avec mes amis que j'avais quand j'étais au lycée, etc., pour beaucoup, faire de l'immobilier, c'était pas quelque chose qui était commun, c'était pas quelque chose qui était faisable, et en vivre encore moins. Et après j'ai rencontré des personnes qui le faisaient, je me suis dit si eux l'ont fait, je peux le faire aussi.
et ça m'a débloqué mes croyances. Donc je vous recommande vraiment de faire ça, d'essayer le plus possible. D'ailleurs, ça peut être virtuel, hein, le fait d'écouter des podcasts comme celui-ci, c'est une manière également de vous dire, bah oui, Baptiste, c'est pas un surhomme, quoi. Il a fait des trucs, oui, c'est cool, il a atteint des bons résultats, mais il a rien de plus que moi, en fait. Il est parti du même point, voire plus bas, voire plus haut, peu importe. Et il a juste suivi le process, il a continué, ça a fonctionné pour lui, donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas pour moi. Ok. Bon, bah écoute, merci pour ton partage. Et j'ai encore 3 petites questions. Vas-y, en fait, au tout, j'allais te demander si tu investissais sur d'autres supports que l'immobilier. Donc, tu as en partie répondu à ça au début du podcast où tu disais que tu avais investi sur des startups et des SCPI. Mais est-ce que tu investis, je sais pas, en bourse, en crypto, en objets de luxe, etc. Enfin, d'autres supports que l'immo? Oui. J'investis beaucoup en bourse aussi. Ok. J'ai pas mal d'actions en bourse. Pour moi, c'est un très bon levier aussi complémentaire à l'immobilier. J'investis également sur des supports financiers. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Crypto, j'ai investi, j'ai fait des podcasts d'ailleurs récents là-dessus, où j'en parle, où pour moi, en fait, il y a un gros truc sur les cryptos actuellement, forcément. C'est bien, à mon sens, c'est un peu tard pour acheter. En tout cas, mon avis, c'est qu'aujourd'hui, le risk-reward, je dis pas que ça va monter, hein, ça montera sûrement. D'ailleurs, j'en ai parlé quand c'était au pic, c'est marrant, parce que j'ai fait mon podcast, j'avais sorti, et il y a eu un pic, après, ça a chuté de 20 ou 30% juste après. Alors, c'est pas moi, je suis pas un oracle, là, pour le coup, c'est du hasard. Mais je disais justement, les gars, si vous mettez à acheter massivement maintenant, tous les gens qui ont gagné de l'argent, dont moi d'ailleurs, on a acheté avant. On a acheté quand c'était beaucoup plus bas. Et donc, vous achetez nos gains, en fait. C'est ce que vous êtes en train de faire, tu vois. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise idée, mais ça veut dire que le risque est quand même beaucoup plus élevé que ce que vous pensez. Et aujourd'hui, faire un x100 en crypto, à moins d'avoir beaucoup de chance et de mettre sur le bon coin, t'as surtout de grandes chances de tout perdre. Donc ça, c'est un point important, mais j'ai investi en crypto, métaux précieux aussi, objets précieux, oui, j'investis en des montres, j'aime bien l'horlogerie, donc j'investis en des montres qui sont bien évidemment sécurisées en coffre-fort à la banque, etc., parce que ça a une certaine valeur. Tu veux qu'on parle de montant ou pas forcément, ou une idée Non, pas forcément, non, c'était juste savoir si... C'est comme tu veux, on peut. Support, d'ailleurs, montre, parce que si tu veux, petit aparté sur les montres, parce que moi, je suis fan de montres aussi, également. C'est vrai, ok. Horlogerie. Ouais. Ok. Je voulais savoir si ça te dérange pas de parler, par exemple, du dernier modèle que tu as acheté. Bah, c'est celui-ci. Oh, d'accord, joli. T'as reconnu. Oui. T'as reconnu. Donc une Royal Oak, c'est le dernier modèle que j'ai acheté pour. Moi, j'aime bien en fait associer les montres à un événement en fait. Et cet événement-là qui m'a fait acheter celle-là, c'est la revente de parts de société que j'avais en fait. J'ai revendu des parts de société que je détenais ou dans laquelle j'avais investi avec une forte plus-value. On peut pas dire le chiffre ici, mais c'est à 6 chiffres, tu vois. Et donc pour fêter ça, je me suis acheté une montre tout simplement. Donc en fait, j'associe chaque événement de revente avec une montre. Et pareil, la dernière que j'ai achetée, c'est une Datejust Vintage de 78 que j'ai pas autour de moi, mais je te l'aurais montré parce que je fais attention. Bon, les montres, on sait que c'est un peu risqué d'un point de vue vol, donc moi je les sécurise systématiquement dans des coffres forts pour éviter les vols, etc. Mais ouais, je l'ai acheté également cette Datejust pour la revente de parts de société également. En fait, moi c'est souvent des reventes, des exits de société, donc des plus-values. Donc on parlait d'investissement avant, voilà, c'est également un de mes investissements. Je vais dans des boîtes. Et je fais également de ce qu'on appelle du consulting for equity. Donc en gros, c'est tu fais du conseil pour les entreprises et en l'échange, tu n'es pas rémunéré, mais tu es rémunéré en part. Ça, c'est un truc que je fais aussi un peu sur des boîtes sur lesquelles j'ai des compétences particulières, notamment sur la partie marketing, puisque entre les différents business que j'ai pu lancer, etc., on a dépensé plusieurs millions en publicité, sur le marketing, on a gagné évidemment beaucoup plus, donc j'ai une expertise quand même assez poussée là-dessus, et donc quand j'ai des boîtes qui veulent scaler en publicité, etc., qui ont besoin de conseils marketing précis, ça m'arrive de faire du conseil soit payé, soit avec un paiement en part de société. Voilà, ça c'est un truc que je fais également à côté. Et donc voilà, sur l'horlogerie, tu avais d'autres questions? Non, tu me demandais les autres modèles. Voilà, j'ai ces deux modèles-là, et puis j'ai également une Explorer 2 que j'ai acheté également il y a pas très longtemps. Voilà. Des belles montres. Et écoute, et puis c'est marrant ce que tu disais parce que tu disais que tu t'achètes ces montres pour quand t'as atteint un palier ou quand t'as réalisé un bon investissement. Moi, ma première montre, c'était à mes 30 ans. J'avais réussi à lever 1,5 million d'euros auprès de la banque pour acheter de l'IMO. J'avais réussi des objectifs sportifs. Et puis voilà, c'était un peu le passage à trentaine, donc c'est marrant parce que célébration. C'est pareil, tu vois. C'était quoi ta première montre du coup? Moi, c'était une Datejust Paris Vintage de 99 en 36 mm. Ah, trop bien, trop bien. Ouais. Ok, j'adore les Datejust. Moi, je trouve que c'est un modèle très simple, mais que j'adore. Je trouve magnifique. C'est intemporel et j'adore le vintage. Et je pense que mes prochaines seront beaucoup plus des vintage. Ok, bon, c'est cool. En tout cas. Je préfère vraiment. Ouais. Mais super marrant. Et du coup, j'ai 2 dernières questions.
Je voulais savoir si, du coup, tu avais des passions hobbies. Donc là, on l'a compris avec un petit peu avec les montres, mais aussi si tu faisais du sport. Et si oui, qu'est-ce que tu fais Alors, passion, ma passion principale, c'est l'immobilier, clairement, donc ça c'est cool. Ma deuxième passion, c'est le business, ensemble. Pour moi, c'est vraiment, quand je dis passion, c'est vraiment ce que je fais comme loisir, quoi. C'est-à-dire que pour moi, je travaille, mais si je n'étais pas payé, je ferais la même chose, quoi. Littéralement, ça me fait, évidemment, le fait de gagner de l'argent, c'est génial, mais je le fais aussi avant tout par passion. Donc ça, c'est vraiment un point hyper important. Après, ma troisième passion, c'est le voyage. Clairement, moi, je voyage depuis toujours. J'ai toujours investi une partie, et j'utilise le mot investir à dessein, tu vois, vraiment, c'est un choix de mots. J'investis toujours dans des voyages, parce que pour moi, j'avais fait un podcast là-dessus d'ailleurs récent, où en fait j'explique que pour moi le voyage c'était mon meilleur investissement de très loin. Je te le disais tout à l'heure, quand je suis parti en Asie la première fois, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, etc., qui m'ont aidé d'ailleurs gratuitement. On sous-estime vraiment à quel point les gens sont généreux et altruistes quand il s'agit de partager leurs connaissances, et on imagine que les gens ils vont pas vous répondre si vous posez des questions, etc. La réalité c'est que moi de mon expérience, quand tu rencontres des gens en physique, même des gens qui pèsent beaucoup plus que toi, si t'es sympa, si t'es socialement normal, on va dire, ils te parlent, ils te répondent, et si t'as des questions, ils te répondent aussi gratuitement. Ils vont pas te regarder bizarre parce que tu leur poses des questions. Et moi j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup aidé à mes débuts, et je les en remercie, ils se reconnaîtront s'ils m'écoutent. Et donc du coup tout ça c'est grâce à des voyages, tu vois. Et puis encore aujourd'hui, moi je voyage beaucoup, et je fais aussi beaucoup pour le travail, parce que aujourd'hui j'ai des prestataires, des partenaires également qui travaillent et qui vivent un peu partout dans le monde, donc ça me permet de les rencontrer et de profiter en même temps. Mais pour moi c'est vraiment une de mes passions, et je le vois vraiment comme un investissement, d'une part d'un point de vue relationnel et réseau, mais également d'autre part d'un point de vue personnel, parce que ça permet de découvrir des choses sur toi, de développer ta débrouillardise, tu vois. Moi j'ai fait des trucs, j'ai traversé le Vietnam en moto par exemple avec un ami, en moto enduro, tu vois. Je suis aussi un motard, je crois que toi aussi, Robin, il me semble, ça va pas commun en plus. Mais ouais, j'ai fait des trucs comme ça, des voyages pareil, je suis parti tout seul au Pérou, je suis allé au Machu Picchu en moto, tu vois, des trucs comme ça, où je traversais la cordillère des Andes sous la pluie, avec la grêle et tout, dans le froid, sur une petite 250, tu vois. C'est des trucs comme ça que je fais, tu vois, et j'adore. Et ça t'apprend beaucoup sur toi, t'apprends sur ta résilience, et pour moi ça me sert beaucoup au quotidien, et ça me passionne. Et donc aujourd'hui, j'en suis à quasiment 45 pays visités, et j'en suis très content. Et quand je dis visiter, c'est pas passer 2 jours, c'est vraiment, pour beaucoup, j'ai passé plusieurs semaines, plusieurs mois dans chacun des pays, et je continue de le faire. Donc ça c'est une grande passion. Et la quatrième passion niveau sport, pour te répondre, et je crois que toi aussi d'ailleurs, j'ai vu sur ton Instagram, je fais de la boxe aussi, de la Muay Thai. Oula, très peu, moi, très peu. J'en ai ok, je croyais avoir vu une photo où tu faisais de la boxe, c'est pour ça que j'ai dit ça. T'as testé ou t'as fait quelques entraînements? C'était un MMA, d'accord, MMA. ok. Avec un combat. Trop bien, ok. Alors MMA, je fais pas moi. Je fais pas MMA, mais moi j'ai fait différents stages de Muay Thai en Thaïlande, justement, à la source bien sûr. J'en ai fait un il y a pas longtemps, c'était en janvier ou février. J'ai fait un mois de boxe thaï, entraînement quotidien dans un camp de boxe thaï à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, avec un ancien professionnel. Donc c'était génial, entraînement one-to-one, tu vois, vraiment vrai coaching, tu vois, pas en groupe. Bon, j'ai pas un niveau exceptionnel, hein, j'ai un niveau, je dirais, débutant intermédiaire, tu vois. Mais j'aime beaucoup ça. J'adore la Muay Thai, et là, tu vois, je pars à Maurice, à l'île Maurice, le courant juillet, et je vais me refaire encore un mois de boxe thaï dans un camp là-bas. J'en profite, tu vois, et je fais en fait ma journée, je fais une partie de travail, une partie de boxe thaï. Donc ouais, le sport a fait également partie de mon quotidien. J'ai fait également un peu de salle de sport, enfin un peu comme tout le monde, tu vois, pour l'entretien, où j'y allais 4-5 fois par semaine, mais ça me passionne pas trop, tu vois. J'aime bien, mais au bout d'un moment ça m'a un peu lassé, donc j'ai préféré plutôt axer sur la boxe, qui me plaît plus. Je fais également du tennis aussi en loisir avec des amis, etc., régulièrement, 1 à 2 fois par semaine. Voilà, globalement. Trop bien. Et dernière question, pareil, qui est commune à chaque invité. Et ça, c'est vraiment ta vision à toi. J'aimerais que tu nous dises, pour toi, réussir sa vie, c'est quoi? Oh, la question ultra générale. Elle est dure, celle-là. Elle est dure. Attends, laisse-moi 2 secondes. Vas-y, en fait, pour t'aider un petit peu, c'est ta vision à l'instant T, parce qu'en fait, on me l'a fait remarquer sur les invités, cette vision, elle peut changer à différentes étapes de ta vie. Bien sûr. C'est plutôt à l'instant T. Voilà. Qu'est-ce que c'est pour toi réussir sa vie? Moi, je dirais, franchement, si je vais répondre très simplement, je dirais que c'est un équilibre. T'as beaucoup de personnes qui vont te dire une chose en disant ouais, pour moi la réussite c'est la famille, c'est le succès financier. Tu sais, c'est un truc, tu vois. Pour moi non. Tu vois, je pense que le succès financier est hyper important pour réussir. Vraiment, je pense que c'est une étape. Je pense que la famille, le fait d'avoir de bonnes relations familiales, que ce soit avec tes parents, que ce soit avec tes enfants si t'en as, etc., ta femme, etc., c'est extrêmement important aussi.
Et en fait, pour moi, tout va c'est vraiment un tout. Pour moi, c'est un équilibre. Il faut que tout soit aligné pour avoir une forme de réussite. En tout cas, que ça a été aligné pendant la santé. Tu vois, tu seras pas toute ta vie. Des fois, tu auras des problèmes de santé, malheureusement, qui vont faire que t'as beau avoir de l'argent, t'as beau avoir une famille qui est cool, t'as un problème de santé. De toute façon, ta vie sera pas parfaite. C'est comme ça. Mais pour moi, c'est en tout cas aspirer à trouver un équilibre entre tout. Entre la passion au quotidien, aimer ce que tu fais, c'est hyper important, mais également avoir du succès dans ce que tu fais, parce qu'il faut pas éluder ça. Encore une fois, on dit l'argent fait pas le bonheur, c'est sûr, mais ne pas avoir d'argent fait pas le bonheur non plus, tu vois. Donc je pense que l'équilibre est un peu entre les deux, tu vois, avoir du succès financier, avoir du succès également dans la satisfaction que tu as au quotidien dans ce que tu fais, sentir de la fierté par rapport à ce que tu produis, par rapport à ce que tu as construit. Moi, aujourd'hui, j'ai une certaine fierté pour ce que j'ai fait, tu vois, qui est pas parfaite. Je pense que je peux encore faire mieux dans le futur, que je peux encore m'améliorer, faire des choses encore plus grandes, mais je suis quand même assez fier de ce que j'ai fait jusque-là. Ça, c'est important. Et voilà, donc c'est vraiment pour moi un équilibre. Et attends, il y a un truc auquel je repensais l'autre fois. Ouais, j'ai pensé à un truc l'autre jour, j'ai eu une réflexion par rapport à ça. Et une personne disait, je sais plus, j'ai vu dans une interview et ça m'a vraiment parlé. Il disait, tu vois, on dit souvent, oui, l'argent fait pas le bonheur, etc. Ça, c'est un truc que tout le monde sait, tu vois. Effectivement, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent seul ne fait pas le bonheur. Tout le monde le sait. Ça fait partie d'un tout, tu vois. Mais je pense profondément que les personnes qui n'ont pas vécu ces choses-là ne peuvent pas vraiment le réaliser au fond d'eux. Tu peux écouter quelqu'un qui te dit, moi, je te le dis, j'ai été riche, l'argent fait le bonheur. Et ça n'aura jamais le même effet que toi avoir atteint le niveau de succès que tu voulais, le niveau financier, et faire cette réalisation par toi-même. Ça n'a jamais la même valeur, tu vois. C'est un peu comme les croyances limitantes tout à l'heure. Quand je te disais que je peux te l'écrire dans un livre, je peux te le dire à l'oral, tu peux l'écouter en podcast, tu peux te dire, ouais, je comprends ce qu'il veut dire. Mais le fait de le vivre vraiment, ça donne un tout autre aspect à l'expérience et à la réalisation de ça. Donc pour moi, c'est important de passer en fait toutes les étapes. Dans la vie, il y a des choses un peu guidées, il y a des choses un peu, comment dire, des chemins un peu classiques, on va dire, quand tu as un peu d'ambition et que tu veux faire des choses un peu exceptionnelles, que ce soit, tu vois, avoir un succès financier, que ce soit créer une entreprise, la revendre, que ce soit avoir des personnes avec qui tu bosses, te marier, avoir des enfants, etc. Pour moi, tout ça, ce sont des étapes. Et t'as beau aller prendre un mec de 95 ans qui va te dire, non mais tu vois, moi la réaction c'est ça, ça sera jamais pareil que de l'avoir vécu, et je pense qu'il faut passer par ces étapes pour atteindre un certain niveau de sagesse et du coup d'équilibre à la fin, parce que ce sera en passant par toutes ces étapes là que tu auras acquis l'expérience, que tu auras acquis la vision et que tu auras ressenti au fond de toi ce que c'est de le vivre, et tu auras du coup la sagesse de trouver ton équilibre dans ta vie. Bon, c'était ultra philosophique ce que je viens de dire, mais j'espère que c'était clair. Ok. Bon, bah écoute, Baptiste, je te remercie pour tout ce partage. C'était un plaisir. Sur tout, donc franchement, c'était super intéressant. Merci beaucoup encore. Et c'était un plaisir de répondre à tes questions, et tes questions étaient très pertinentes. Et du coup, merci à toi pour l'invitation et pour ce podcast. Je te remercie. J'espère que l'épisode du jour vous a plu. Merci encore pour votre écoute. Je compte vraiment sur vous pour aller mettre une note 5 étoiles et un petit commentaire. Et on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Salut!